Tu ne commences pas à en avoir assez de cette photo de plage, toi? Moi, je ne peux plus la voir. Cela fait des mois que je ne peux plus la voir. Enfin, après s'être penché sur le front de sa femme, l'homme bondit hors de la chambre, cherchant du plat de la main le premier interrupteur venu. Il faut y aller, c'est cela que je pressentais, chuchote Rebecca au-dedans de nous. Voulez-vous m'accompagner? Alors, doucement, dans le nid douillet de la chambre mauve, au-dessus d'un lit que le sommeil vient de quitter, un petit amas de lumière apparaît. Il surgit de dessous la couette, très lentement et suggère une arabesque de faisceaux laiteux qui se déforme puis se met à tournoyer. Le visage de Rebecca se dessine en même temps sur notre écran intérieur. C'est presque celui d'une petite fille et il nous sourit avec d'étranges expressions de mélancolie et de joie. Il y a tant de choses en filigrane derrière ce sourire, un flot d'amour et de malice aussi. Il est la marque de celui qui garde encore en lui la saveur d'une certaine source. La question de Rebecca agit sur nous avec la force d'un aimant. Nous ne sommes plus qu'un tourbillon de flamèches à ses côtés, bientôt plus qu'une seule forme de lumière qui glisse en bas d'un immeuble, se faufile dans les profondeurs d'un parking souterrain et s'engouffre enfin dans une automobile, tel un souffle. Je ne veux pas le quitter, fait paisiblement Rebecca. J'aime être là, aussi, il conduit bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut toujours se dépêcher si l'on veut entrer dans une voiture. Dès que le moteur tourne, il y a, je ne sais pas, une sorte de phénomène électrique qui empêche le corps de la conscience d'y pénétrer facilement et sans doute aussi d'en sortir que déjà, autour de nous, les rues et les avenues défilent, sombres, muettes ou alors peuplées de noctambules et de lumières agressives. Nous nous taisons, envahis par les rythmes de jazz de l'autoradio qui emplissent le temps et l'espace. Enfin, c'est l'arrêt, la façade de verre fumé d'un énorme immeuble puis un couloir aux innombrables portes. Voilà, nous y sommes, semble-t-il. Il y a là 3 hommes mis dans une salle remplie de bureaux, d'écrans et de claviers. Le père de Rebecca jette négligemment un imperméable sur le premier fauteuil venu et leur serre la main. Après un échange de quelques mots, sans même avoir pris un siège, le voilà déjà tapotant sur une multitude de touches couleur ivoire. Cependant le temps passe et nous ne pouvons qu'observer la scène comme de simples caméras suspendues dans un coin de la pièce. Pourquoi sommes-nous là, Rebecca? Nous ne distinguons que les contours imprécis. Elle s'est placée derrière le dos de son père enfin assis et regarde par-dessus son épaule. Nous a-t-elle oubliés? Pour l'instant, elle ressemble surtout à une petite fille qui cherche à apprendre, à comprendre quelque chose. Elle est habitée par la présence de cet homme qui travaille et se laisse traverser par le foisonnement de ses pensées. Il y a du désordre en lui et tout ce qui émane de son être nous part. Que peut-être est-ce le phénomène de la cage de Faraday qui rend le passage délicat? Vient par vagues successives. Plus que des mots, ce sont des images ondoyantes, les néons de la ville, la voiture, le visage de sa femme. Tout se mêle, entrecoupé par des successions de chiffres et de lettres. Soudain, une voix retentit à l'autre bout de la salle. Au fait, le bébé, c'est pour bientôt? Le père de Rebecca laisse sa main se figer sur le clavier puis redresse la tête. Oh, 3 bons mois. Pourquoi? Comme ça, tu n'en parles pas souvent, alors. C'est vrai? Pourtant je te jure que c'est bien, on est plutôt ravis tous les deux. D'ailleurs je me disais à l'INS tant que cela me faisait tout drôle de penser que nous serions bientôt 3. Vous l'êtes peut-être déjà. Toi aussi tu crois ça? Pourquoi pas? Ma femme me dit la même chose. Elle n'arrête pas d'avoir des impressions mais je pense qu'il ne faut tout de même pas exagérer. Je veux bien que nous soyons 3 à la maison mais c'est surtout quelque chose de biologique. J'imagine qu'il aura bientôt de vraies sensations et peut-être même une pensée, pourtant je ne sais pas quand ni comment cela pourra se faire. Ça, c'est le mystère, pour moi. En tout cas, nous ne voulons pas trop le savoir avant la naissance, mais j'y espère que ce sera un garçon. Rebecca a fait un bond en arrière et nous voyons sa silhouette frêle esquisser un haussement d'épaule. Tu n'en as pas assez de répéter toujours la même chose? Soupire-t-elle. Cela fait 20 fois que je l'entends cette histoire, tu piétines. Tout en prononçant ces mots, le petit corps de Rebecca s'est rapproché de nous. Malgré ses contours délicats, une force singulière paraît l'animer et s'exprimer tout entière à travers l'acuité de son regard. Nous y lisons tour à tour la volonté, la peine, la joie et l'amour. Mon cœur est à vif, mes amis, chaque jour qui passe, l'âme de celui qui s'en vient pénètre davantage l'âme de ceux qui l'accueillent. Je veux faire bouger mon père, voyez-vous, c'est pour cela que j'y ai cherché à venir ici. Je sais qu'il ne faut rien forcer mais j'y aimerais trouver le moyen de lui parler. Cette nuit, je devine que quelque chose est plus fluide en lui et puis, ma mère n'est pas là. Il dressera moins de barrières. C'est l'orgueil qui nous rouille, je l'ai souvent appris par moi-même. Je sais qu'il me sent là, voyez-vous. Au fond de son être J est déjà perçue une voix qui accepte que J existe déjà et que je le connaisse. Seulement, cette voix, il ne veut pas l'entendre.
Elle ne l'arrange pas, elle ne fait pas son jeu. Car il joue. Il joue à celui qui est lucide et fort, il joue à l'homme raisonnable, au point parfois de nier des évidences, de contourner les obstacles et de faire des pirouettes. Je sens qu'il est bon, mon père, mais comme il serait meilleur encore et plus beau s'il acceptait de perdre quelques écailles. J'ai beaucoup parlé de toutes ces choses, de toutes ces réactions humaines et trop souvent masculines avec mes amis avant même que nous nous rencontrions. Mon père s'acharne à rester comme ces millions d'êtres qui s'aiment blent ne pas vouloir qu'il puisse y avoir quoi que ce soit avant ou après ce qu'on appelle la vie. Mais pourquoi donc? C'est comme si cela leur faisait mal qu'il puisse exister une vie infinie ou qu'il puisse y avoir tout simplement l'espoir au bout de tout. Peut-être ont-ils peur de l'infini. Peut-être y a-t-il encore une part de pénombre en eux qui craint d'être agressé par le rayon de soleil d'une porte entr'ouverte. Il en va ainsi pour les deux pôles de la vie, la naissance et la mort. Les humains parlent de raison, sans avoir seulement observé que cette notion se déplaçait selon les époques. Regardez-le devant cet écran. Dites-moi si ce que mon père fait est bien raisonnable. Il enfonce des boutons et génère aussitôt je ne sais quelle réaction qui défie les lois de ce que n'importe qui aurait pu concevoir lors de ma dernière existence. Il ne souffre pas du fait qu'une machine pense plus vite que lui. Alors, dites-moi pourquoi aurait-il mal à l'idée que J existe déjà totalement, que je l'entende et que je sois ainsi à ses côtés. Il ressemble à un échassier qui a de la peine à s'envoler. On m'a dit que je devais lui faire davantage confiance, pourtant si je pars. Venez à l'aider à mieux écouter. Pourquoi préférerais-tu un garçon? Derrière un bureau, une voix féminine a questionné le père de Rebecca qui ne quitte pas des yeux son écran et s'acharne sur une touche. Oh, je dis cela comme cela. Ça n'a pas grande importance mais j'ai l'impression que je m'entendrai mieux. Avec un garçon. Rebecca demeure à nos côtés et tend toute son âme. Un long moment se passe ainsi pendant lequel elle paraît voyager en elle-même. Il est étrange de contempler les traits de fillette que son âme a adoptés. Ils se superposent à un tempérament si volontaire et si adulte. Le lâcher-prise, Rebecca, avons-nous envie de dire. Il faut en souvenir. En guise de réponse, notre amie sourit et va se blottir contre le dos de son futur père qui se redresse. Ne trouvez-vous pas qu'il fait un peu frais ici? Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'une fille a toujours tendance à juger son père, du moins à l'observer particulièrement. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. C'est étrange, dans mes rêves ai souvent le visage d'une petite fille qui me scrute avec insistance. Cela amuserait un psychologue. Enfin, aucune importance. Aucune importance, reprend Rebecca en marmonnant, mais que tu as la tête dure. En tout cas, tu m'as vu et je te remercie de t'en souvenir. Pourquoi alors faut-il que tu résistes? Tu compares peut-être mon cerveau, toutes mes facultés de penser et de ressentir à une de ces machines avec lesquelles tu fais corps. Tu crois peut-être que je commence à exister dès lors que mon crâne est bien rempli et que la nature en a terminé avec un certain nombre de petites connexions. Mais comment te dire que mon cerveau, ce n'est pas grand-chose, enfin guère plus qu'un relais. Ne prends pas le compteur électrique pour l'électricité elle-même. C'est un peu pour cela aussi que j'ai accepté de faire ce travail avec mes amis, parce que sur Terre nous reproduisons tout le même schéma étriqué. Ce que tu penses, papa, n'est pas le fruit de tes neurones, ce que tu vois de toi et du monde n'est pas non plus la résultante d'une combinaison chimique. C'est une volonté de cohésion qui dépasse tout cela, une densification d'amour. Je ne peux en dire beaucoup plus parce que mon âme est encore trop jeune, mais si jamais au fil de ta vie toi et ceux qui te ressemblent pouviez découvrir ces mots et ce qui les implient, alors je serais heureuse. Un être qui ne s'explique pas par quelques cellules qui s'assemblent puis croissent. Guère plus qu'un tableau ne se résume à un simple et judicieux assemblage de couleurs. Dis-moi, essaie de m'entendre. Est-ce que je suis une page de philosophie? D'où vient-il ce regard que tu avoues croiser la nuit? J'ignore comment appeler ce qui l'amène vers toi, mais ce que je sais c'est qu'il ne vient pas te juger. Il vient pour souder ou pour ressouder peut-être, voilà tout ce qui compte. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a ce programme? Le père de Rebecca a poussé un soupir de lassitude puis d'un geste vif a fait pivoter son siège en direction de ses compagnons de travail. La lumière un peu froide des halogènes semble lui blesser les yeux et il se lève avec le sourire embarrassé de celui qui voudrait chasser certaines images de lui-même, parler d'autre chose ou tourner la page de sa conscience. Pas moyen de se concentrer cette nuit. Je vais essayer de me trouver un petit café. Ne bouge pas, ça arrive, on y a pensé avant toi. F. est monté en chercher au premier. Comme définitivement découragé, le père de Rebecca s'est laissé tomber sur le fauteuil qu'il venait juste de quitter terre. Puis, sans un mot et avec une sorte de moue comique, il a fait volte-face pour se retrouver en tête à tête avec son écran. Tant pis, grommelait-il, pas moyen de quitter ce fichu bureau. Et ta femme, dis-moi, que pense-t-elle de tout cela?
La question vient à nouveau de la même jeune femme qui, dans un coin de la salle, consulte négligemment un registre. Ravi, bien sûr, comme moi. Ripense, nous sommes tous les deux vraiment ravis. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle du bébé, de ce qu'elle en pense, comment il vient en fait. Elle est croyante? Oui, moi aussi, mais cela ne change rien, je ne vois pas le rapport. La religion est comme la science, elle fabrique des êtres tout neufs à leur naissance T, et cela ne te paraît pas bizarre, ou un peu simpliste cette façon de voir. Tu ne crois pas qu'il manque un boulon quelque part. En réalité, moi je trouve plutôt que cela n'explique rien. C'est comme si tu me disais, la vie existe parce qu'elle existe, l'ampoule électrique s'allume parce que J est appuyé sur interrupteur ou encore, J accorde tel mot avec tel autre parce que la règle de grammaire porte. Tel nom, personne ne va au bout des choses. Arrête de me tracasser, je ne vais plus dormir. Je ne veux pas te tracasser, reprend de plus belle la jeune femme du ton le plus enjoué possible, J essaie juste de te faire réfléchir. Je sais bien que ta femme se pose de vraies questions, nous en avons un peu discuté l'autre soir chez J. Eh bien alors, si tu le sais. Sur ces quelques mots, un silence s'est glissé dans le bureau tout empli d'une ambiance laborieuse. Le père de Rebecca se gratte énergiquement le cuir chevelu et déguste par petites gorgées le café fumant qu'on vient de lui apporter dans un verre de carton. Cependant, notre ami s'est rapproché de nous. Tout d'abord, nous n'éprouvons pas le besoin d'un échange de paroles avec elle. Le regard suffit et nous préférons nous laisser emporter par l'émotion qui perle dans le sien. Il y a longtemps que je n'ai pas ressenti cela, dit enfin Rebecca. Ces petites larmes sont bien la preuve que je descends. Ce n'est ni de la joie, ni de la peine, savez-vous. C'est plutôt quelque chose d'indéfinissable, une sorte de tendresse profonde, mêlée à de la mélancolie. Je me sens déjà revenu dans ce monde où tout hésite et où l'excitation rend certains êtres si fragiles, si beaux parfois. Vous voyez, cette nuit je crois que je commence seulement à l'aimer vraiment, celui-là avec ses grandes jambes. Pas parce qu'il va devenir mon père, cela ne veut rien dire, mais parce que son âme parle entre les mots qu'il prononce. Je suis seul à pouvoir le ressentir et c'est, je pense. J'y en suis maintenant plus que jamais certaine, la conséquence d'une vieille histoire commune. Quelque chose me dit que nous avons tous deux la même peur de nous retrouver. Je n'ai pas ses yeux et il m'agace mais je suis profondément heureuse que ce soit lui et pas un autre et je ne lui en veux plus. Tu lui en voulais donc réellement, Rebecca? Juste un peu. Oh, bien sûr, je sens qu'il y a encore je ne sais quel nœud entre nous qui n'est pas réglé, mais c'est autre chose. Je voulais seulement parler d'un détail qui me blessait. Je n'ai jamais osé aborder cela jusqu'à présent, pourtant aujourd'hui c'est merveilleux car il le faut et cela achèvera de dissoudre mon ressentiment. Vous en parlez, cela va me faire l'effet d'un grand bol de rire. Voyez-vous, lorsque mon père a su que J allait venir, il a été quelque peu pris de panique. Le mot est peut-être fort, mais en tout cas, à travers le fil de lumière qui me laissait parvenir jusqu'à lui, J ai clairement perçu un léger mouvement de recul au lieu de la joie sans retenue que je m'étais imaginé trouver. J ai alors lu dans son âme et pendant quelques heures J ai su qu'il se disait « et si on ne le gardait pas ?» Je n'ai pas eu peur pour moi car je comprenais fort bien que cela n'était que pensée désordonnée. D'ailleurs jamais un seul mot, me semble-t-il, ne lui a échappé à ce propos. Cela reflétait surtout une crainte insmable, toute passagère, toute bête. Elle nous a crispés l'un et l'autre, voilà tout. Dès le départ, J ai su qu'il me désirait réellement mais que moi je m'étais bâti un scénario sans faille, trop intransigeant. Cette nuit, je comprends un peu plus ce qu'est l'amour, parce que je commence à aimer ses imperfections et parce que je les lui pardonne avec beaucoup de joie. Nous ne savons si cet instant s'y prête, Rebecca. Cependant nous souhaiterions connaître ton point de vue relatif à l'avortement. As-tu pu approcher cette notion et tes amis t'ont-ils communiqué quelques données précises à ce sujet? Oui, bien sûr, mais sans doute guère plus que ce qu'un noyau de personnes savent déjà ou tout au moins pressentent déjà sur Terre. Je peux surtout vous parler un peu de ce qu'ont éprouvé certains de mes compagnons qui ont été amenés à vivre de l'intérieur, si je puis dire, un avortement. Ce sont essentiellement les paroles d'une de mes amies qui ont marqué mon cœur. Tout d'abord, je dois vous dire que lorsque celle-ci a appris quelle famille lui était destinée, elle a immédiatement compris qu'il existait un risque qu'elle soit rejetée. Non seulement parce que ses guides le lui avaient annoncé clairement, mais parce que les premières images qu'elle avait pu percevoir du monde de la Terre lui suggéraient le fait que ses futurs parents ne se montraient pas réellement prêts à la recevoir. Elle en particulier ou plus généralement un enfant? Dans son cas, c'était plutôt un enfant, tout simplement. Cependant dans certaines circonstances, je sais que c'est le refus inconscient de l'identité précise de l'âme voulant s'incarner qui devient le moteur de l'avortement. Ton amie a donc néanmoins accepté de courir ce risque. Elle l'a accepté comme la plupart l'acceptent parce que, proche de notre âme, nous buvons tous à une telle source de paix que nombre des difficultés entrevues pour un retour se dédramatisent d'elles-mêmes.
Dans le monde d'où je viens, nous avons tous accès à la compréhension qu'il existe pour chacun de nous un extraordinaire fil directeur qui nous mène jusqu'au même prodigieux potentiel d'amour. Nous entrons alors en communication avec une sorte de schéma d'ensemble qui nous engage sereinement à demeurer confiants envers et contre tout. Cette compréhension, suivez-moi bien, n'est en aucun cas comparable à un anesthésiant qui estompe les obstacles en probabilité. Nous la vivons plutôt comme un élargissement de la conscience. Celle-ci devient plus pénétrante et permet la relativisation de la majorité des difficultés. Il y a toujours, voyez-vous, cette présence du beau et du juste au-dedans de nous. Bien sûr, il existe des sphères de conscience moins épanouies que celles d'où je viens, mais le problème de l'avortement n'y est pas même soulevé puisque le retour dans un corps de chair est alors vécu dans un état de demi-somnolence, voire de sommeil total. Mais quel que soit le monde d'où une âme est issue, il faut savoir que la biologie à la fois matérielle et subtile qui préside à son incarnation l'attache d'emblée à un embryon vers les 3 semaines suivant la conception. Je ne veux pas dire que la conscience est déjà arrivée au futur fœtus à compter de cette date précise, mais elle intègre pour la première fois l'aura de sa future mère et aussi son ventre à ce moment-là. Cela veut dire que les atomes germes de ses corps physiques et éthériques sont déjà présents dans sa mère et qu'il appelle déjà à eux ceux des corps plus subtils. Cela génère un lien, croyez-moi, que nul ne saurait négliger, un lien qui, s'il est rompu, engendre une souffrance. Cette souffrance est évidemment d'autant plus importante que l'embryon ou le fœtus progresse dans son élaboration. Dans le cas précis de mon amie, l'avortement s'est produit à 2 mois de temps terrestre après la conception. Elle m'a fait part de la douleur à la fois physique et psychique qu'elle a ressentie lors de son expulsion. Selon son expression, c'était pour elle comme une sorte de 2e mort éprouvée au cœur même de la mort que représente d'un certain point de vue la naissance. Il faut faire savoir que l'avortement est une erreur. Cela n'a rien à voir avec la morale car chacun sait maintenant que la morale fluctue au gré des civilisations. C'est simplement une question de respect de la vie parce que celle-ci ne commence pas à l'accouchement. En réalité, elle ne cesse jamais d'être, c'est un flot continu et si on les empêche de s'exprimer, une partie de la vie qui nous habite se voit entravée. Rebecca ferme les yeux et paraît maintenant se sourire à elle-même. Sur son visage un peu diaphane de petite fille, on lirait presque les soleils et les nuages qui défilent en elle. Sa transparence nous étonne, elle contraste tant avec la densification du corps qui l'appelle. Elle parle d'allègement de l'ego, de la maturité d'un cœur qui s'ouvre et se débarrasse peu à peu du superflu. Dans un coin de la salle, cependant, un homme, la chevelure en bataille, est toujours penché sur son clavier informatique. Quelque chose en lui entre pourtant en métamorphose. Ses gestes n'ont plus rien de machinal ni de saccadé. Aucun mot ne sort de sa bouche mais les teintes de son âme sont bavardes. Elle ne parle pas encore de compréhension, elle suggère un rideau qui veut bien se lever, une crispation qui s'enfuit. C'est cela que J espérait de lui, murmure Rebecca. Une sorte de pourquoi pas. Il représente tellement ce pourquoi pas, un peu de rouille qui tombe, une véritable promesse. Pardonne-nous d'insister encore Rebecca, mais tant d'hommes et de femmes s'interrogent. Il va de soi que l'avortement est une erreur et qu'il faut un jour ou l'autre dans cette vie ou la suivante la réparer en accueillant un nouveau l'être qui a frappé à la porte, mais nous aimerions cependant connaître ton approche de certains avortements thérapeutiques. Mon avis n'a pas grande importance car je ne suis qu'une âme parmi la myriade de celles qui cherchent un corps. C'est plutôt ce que j'y ai vécu ou vu et retenu qui peut en avoir. Cette notion d'avortement thérapeutique est toute neuve pour moi ainsi que beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce que j'y en ai compris apporte une réserve à tout ce que je vous ai dit précédemment. Mes guides m'ont appris que lorsqu'un être est très mal formé dès sa conception au point de générer un corps peu viable, voire monstrueux, l'interruption de la grossesse ne représente pas une faute en soi. C'est une simple question de compassion. Voyez-vous, j'y ai, me semble-t-il, compris que ce n'était pas la nature qui faisait des erreurs, mais nous tous dans l'approche de ces lois et aussi de l'interprétation de ce qu'elles nous proposent parfois. Elle nous place face à des choix, à des remises en question qui peuvent devenir autant de déclencheurs de réflexion puis de maturation. Un embryon ou un fœtus portant déjà en lui les marques d'une monstruosité physique capable de transformer une existence en un enfer serait souvent la résultante de la blessure profonde tant physique que morale reçue par l'âme qui s'incarne lors de sa précédente vie. Dans un tel cas, on m'a dit qu'il s'agit d'un réflexe de l'âme en question qui, par la voie de ses atomes germes, évacue le plus rapidement possible ses cicatrices. Sans doute ceci n'est-il qu'un aspect de la question et ma connaissance demeure bien faible dans ce domaine mais je voudrais encore vous dire une chose qui me semble si importante que mon cœur ne peut la tenir pour lui, je sais, pour l'avoir appris, pour l'avoir constaté auprès de tous mes compagnons de la Terre de Lumière que l'erreur que constitue globalement un avortement ne doit pas non plus être dramatisée.
Oui, bien sûr, il y a souffrance, oui, évidemment il y a erreur, mais je voudrais clamer que l'amour et le pardon existent aussi et qu'ils seront toujours les plus beaux cicatrisants dont on puisse rêver. Ils réparent tout, ils doivent gommer le remords parce qu'ils sont eux-mêmes la vie. À tous ceux qui se sont fourvoyés dans cette direction, j'ai envie de dire d'abord pardonnez-vous. Cela ne veut pas dire fermer les yeux et oublier, mais sachez que la vie est infinie et vous donnera la possibilité de réparer si vous voulez bien ne pas faire obstacle à votre cœur. J'y ai vu, même si ce n'est pas toujours le cas, que beaucoup d'enfants adoptés l'étaient par des parents qui ne les avaient pas reçus en d'autres temps. Nous nous retrouvons tous, toujours, jusqu'à ce que nous l'ayons enfin compris, sur le même chemin, parce qu'il n'y en a qu'un. Tu nous parlais de la myriade des âmes qui cherchent un corps. Oui, j'y ai bien dit qui cherchent. Je les ai vus ces âmes lors de ces sortes de rêves qui ont précédé ma descente. Leur présence globale dans la multitude des mondes est venue à moi comme une gigantesque vague, comme un formidable souffle. Ce n'était pas une angoisse, mais une attente, parfois impatiente, vécue par des millions et des millions de formes de vie qui savaient que leur venue ou leur retour dans la matière demeurait encore la plus belle chance de floraison qu'elles pouvaient souhaiter. C'est pour cela aussi que je voudrais servir un hymne à la vie. Trop peu d'hommes et de femmes apprécient le bonheur que la terre leur offre à travers le cadeau d'un corps avec une bouche pour manger, des poumons pour respirer, des bras pour serrer. Tout est pur, tout est trême plein pour qui sait regarder. La vie n'est pas une pourvoyeuse de gifles, elle nous renvoie seulement ce que nous propulsons dans son espace, et quant à moi, mes amis, je n'y vois plus autre chose que de la lumière, de l'espoir et de l'équité, c'est-à-dire de l'amour. Comme si quelque courant limpide venait de traverser la pièce de part en part, le père de Rebecca a suspendu ses gestes et immobilisé son regard. Le voilà qui pivote à nouveau sur son siège et qui se dirige maintenant, l'air un peu hésitant, les mains dans les poches, vers la jeune femme au registre. Tu sais, marmonne-t-il en se raclant la gorge, un de ces jours j'aimerais bien qu'on reparle encore de ces choses. Je me dis, après tout, pourquoi pas? Chapitre 7. Notre dernier contact avec Rebecca remonte maintenant à 3 semaines. 3 semaines imposées par les circonstances de la vie, souhaitées aussi sans doute par la nécessité d'une prise de recul face à tant de choses vécues. Lorsque l'appel des retrouvailles se fait à nouveau sentir, nous ne savons ni où ni comment cela se déroulera. Faut-il que nous nous rendions près des parents de notre ami ou nous laisserons-nous simplement attirer, sans autre volonté, au creux de sa petite bulle de lumière, hors du temps? La réponse vient toujours dans l'abandon du désir et c'est ainsi qu'un invisible fil d'Ariane attire le corps de notre conscience jusqu'à sa juste destination. Bien loin, au-delà de l'Atlantique, les cordes d'argent se sont alors étirées. Dans un silence transparent et comme parfumé, c'est le regard cristallin d'un enfant qui maintenant nous accueille. Il pétille ainsi qu'à l'ouverture d'une fête et s'offre tant à nos présences qu'il emplit la totalité de notre champ de vision. Quelques instants nous sont nécessaires afin de reconnaître Rebecca. La transmutation a poursuivi son œuvre où le fœtus a façonné un peu plus les contours de l'âme et c'est une fillette de 6 ou 7 ans qui vient désormais nous ouvrir son cœur. De ses lèvres un murmure s'échappe. Comment grandir si déjà je n'accepte pas d'être toute petite? Nous avons peine à prononcer le nom de notre amie tant elle est entrée en métamorphose depuis notre dernière rencontre. Cette fois, je ne suis réellement plus Rebecca, dit-elle dans un sourire et pour couper court à nos hésitations. Maman a saisi le prénom que je lui tendais chaque nuit. Maintenant, je suis un peu plus des vôtres, un peu plus de la terre, je suis S. La vibration que ce prénom propose à mon âme est telle une parure que l'on m'offre et que je souhaitais, me semble-t-il, depuis si longtemps. Man l'a laissé échapper presque comme un cri, l'autre matin en se réveillant. Tandis que nous recueillons ces paroles, nous prenons progressivement conscience du lieu qui nous a ouvert ses portes. Notre amie nous tire par la main, fermement. Elle cherche sans nul doute à nous amener plus vite à sa réalité. Cette fois encore, nous nous trouvons au seuil de la chambre mauve de ses parents. À travers les rideaux à demi tirés, un soleil rougeoie et parvient à embraser toute la pièce. La jeune mère de celle qui fut Rebecca est là, à demi allongée dans le nid douillet de son lit. Les yeux lourds. Elle feuillette nonchalamment une revue entre 2 accès de toux. Une nouvelle fois, notre amie nous adresse un sourire. Il est empreint d'un parfum de malice et de complicité. C'est bien celui d'une enfant car l'adulte que nous avons connu est désormais tellement loin. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Mon âme a-t-elle changé à ce point? C'est elle qu'il vous faut considérer, elle n'a jamais été si mûre. Force nous est de convenir de tout cela tandis qu'à l'autre bout de l'appartement, au milieu d'un cliquetis d'ustensiles, une voix se faufile, encore une minute et elle arrive cette tisane.
C'est un peu parce qu'elle souffre d'une légère indisposition que J ai souhaité à nouveau vous attirer jusqu'ici, murmure doucement notre amie comme si quelque autre oreille que la nôtre pouvait l'entendre. C'est un refroidissement qui force ma mère à garder la chambre. Ainsi que toutes les personnes prises de fièvre, son aura subi une modification que J aimerait que vous puissiez observer. Comme vous le savez, l'arrimage des corps subtils au corps physique devient beaucoup plus lâche dans une telle circonstance. Les champs lumineux qu'ils dégagent sont alors plus faciles à pénétrer par des êtres comme moi. La matière subtile qui les compose est en quelque sorte ditendue et rend souvent plus aisés les contacts avec le monde dans lequel nous nous trouvons tous les trois. Aujourd'hui et à cause de tout cela, J aimerait parler à maman. Plus que d'habitude, je sens que c'est possible et je voudrais que vous m'aidiez ou tout au moins que vous puissiez observer car, voyez-vous, malgré les méandres de mes questionnements personnels, je n'oublie pas le travail dont nous avons convenu ensemble. Dans quelques instants, je sais que maman va s'endormir et que nous allons voir le corps de sa conscience s'élever lentement au-dessus du lit. Mon souhait serait alors que nous tentions de stimuler particulièrement son attention, que nous la tirions rapidement de la léthargie des premières phases du sommeil et que nous pénétrions dans la bulle de vie que son âme va bientôt générer, en fait que nous habitions ce qu'elle appellera son rêve afin d'établir un véritable pont. Mais n'avais-tu pas déjà fait cela seul ? Je l'ai fait comme la plupart des futurs enfants le font, je l'ai répété notamment à de nombreuses reprises pour suggérer le prénom que mon cœur réclamait, mais cette fois et avec l'autorisation de mes amis, je sais qu'il serait bon d'établir un contact plus vrai, plus fort, autre chose qu'un simple regard, qu'une impression ou qu'une phrase incomplète qui persiste au réveil. J'hésite un peu à vous en parler, mais j'y ai appris que de nombreuses fois elle avait été ma sœur dans des temps anciens. En vérité, cela a peu d'importance et je n'ai pas à le lui faire savoir car moi-même je vais l'oublier, mais J espère lui dire quel sera mon chemin de vie, là où J aurait besoin de son aide, de ses garde-fous ou de ses impulsions. Il est donné à beaucoup d'entre nous de pouvoir agir ainsi, au moins avec l'un de ses futurs parents, mais ma chance est d'avoir l'autorisation de lui suggérer tout cela plus précisément. Cela est fonction de notre évolution commune, à toutes deux. Tu parles d'autorisation. Il y a donc quelqu'un pour réglementer toutes ces données. Il ne s'agit pas vraiment de réglementer. J'ai plutôt compris qu'il existe des âmes qui sont nos aînées parce qu'elles ont plus vécu ou plus aimé que nous et qu'à ce titre la vie leur donne le droit de nous orienter davantage dans telle ou telle direction, de nous ouvrir telle ou telle porte, non pas de façon arbitraire mais parce qu'elles ont une vision plus limpide des nécessités et du but. Je ne suis qu'une conscience parmi une infinité d'autres, mais j'y en suis arrivé à un stade de mon évolution où je peux manifester ma volonté de servir la vie. Voilà la raison pour laquelle la possibilité m'est offerte d'imprégner la mémoire de ma future mère avec des données concernant la direction juste qui doit être mienne. Je vous le répète, mes amis, je n'ai pas ce que les hommes appellent un destin et je ne serai sans doute qu'une abeille laborieuse parmi tant d'autres, mais si je vous dis toutes ces choses, c'est afin que beaucoup de parents soient davantage attentifs aux signes que la vie leur envoie concernant les êtres qui s'incarnent à travers eux. Il s'en vient vers la terre une vague d'âmes portant en elles une tâche de reconstruction. Ces âmes ne sont pas plus exceptionnelles que d'autres, mais les forces rénovatrices qui inondent aujourd'hui notre système solaire les dotent souvent d'un tempérament volontaire qu'il importera de savoir canaliser. La compréhension de leurs tâches, le respect aussi de celles-ci vont demander aux parents un habile mélange de fermeté et de souplesse. Il leur faudra savoir lire entre les lignes de la feuille de route qu'ils partageront avec leurs enfants. Je dis encore leurs enfants, mais cette notion même va avoir tendance à disparaître, je veux dire ce concept de possession ou d'appartenance. J'ai pu voir, j'y ai pu comprendre que la Terre où je vais s'en retourne vers une vision plus globale de la vie et vers un individualisme moins exacerbé. Cela prendra un peu de temps, mais les vents nous y poussent bon gré mal gré, parce que les égos se sont suffisamment rassasiés et qu'ils doivent décroître. Pour aller dans cette direction, j'y aurai besoin d'indépendance et aussi de cette sorte de parachute qu'est la confiance que mes parents seront les plus à même de m'offrir. C'est de tout cela et de quelques autres choses encore dont je veux parler à maman, m'aiderez-vous ? Comment le pourrons-nous ? N'est-ce pas plutôt une simple question de communication entre vous deux ? Si tous trois nous parvenons à pénétrer dans ce que vous pouvez appeler maintenant l'hologramme de son rêve, son être en sera davantage impressionné et en ramènera à la conscience des éléments plus forts. Tous ceux qui s'incarnent, voyez-vous, ont remarqué qu'il leur était plus facile d'imprimer la mémoire de leurs parents pendant les premiers temps de la grossesse. L'habitude de la mère à vivre avec une présence atténue généralement la mémorisation des contacts précis. Les âmes qui s'incarnent trouvent alors des stratagèmes pour frapper l'imagination. Elles tentent par exemple de manifester leur présence aux côtés de membres défunts de leur future famille.
Ce qu'il faut, c'est briser l'habitude car c'est elle qui engourdit l'attention puis vide la mémoire. Dans le couloir qui mène à la chambre aux rideaux mauves, un bruit de pas et de vaisselle qui teinte se fait soudain entendre. Il lui apporte sa tisane, continue de murmurer notre ami en observant son futur père qui s'approche avec un plateau garni d'une imposante théière. Cependant, vers l'angle opposé de la pièce, au pied de son lit, la jeune femme s'est déjà abandonnée au sommeil et a laissé la revue s'échapper de ses doigts. Regardez, fait Rebecca, tandis que son père dépose en marmonnant le plateau sur le sol, regardez. À un bon mètre au-dessus du lit, la forme lumineuse d'un corps flotte tel un nuage aux contours imprécis et d'un blanc laiteux. Dans sa simplicité, dans sa banalité même, cet instant a quelque chose d'infiniment beau. Nous le ressentons comme une porte qui s'ouvre vers un horizon neuf, prêt à recevoir. Unis dans le même silence, nous observons, mais pour nous tous, à vrai dire, il n'y a plus réellement de chambre. Il n'y a plus guère qu'une lumière bleutée qui rayonne de ce corps que nous entourons maintenant et qui semble s'expanser en tous sens. À chaque seconde qui passe, c'est un peu de sa vie qui nous habite, un peu de sa conscience qui se dilate et nous englobe. Nous ne pouvons alors que nous y abandonner et c'est une vague d'amour total qui prend le dessus sur les doutes, les interrogations, enfin sur tout le cortège mental qui dissèque si aisément. À un moment précis, mais lequel, nous ne saurions le dire, tout bascule. Nous sommes happés par une force, aspirés dans un lieu où le vide absolu règne. Une vaste et blanche salle vient à se dessiner maintenant autour de nous. Les arêtes de ses murs, les dalles carrées et lisses de son sol naissent progressivement, surgit d'une clarté qui pénètre tout. Le long des hautes fenêtres qui s'esquissent désormais, d'étranges rideaux de velours rouge nous accrochent le regard. Puis, à la seconde même où nous croyons avoir embrassé la totalité de cette atmosphère, à la seconde même où la première interrogation voudrait surgir, une grande table, toute métallique apparaît brutalement. Une silhouette féminine vêtue d'une longue chemise blanche y est étendue et les courbes de son corps parlent d'enfantement. Le silence est total, presque froid, il est attente et questionnement. Aussitôt, nous comprenons. L'évidence est là, celle à laquelle nous n'avions jamais songé, nous avons pénétré dans l'espace mental de la jeune femme endormie. Pour quelques instants, nous habitons son rêve, nous côtoyons les images projetées par son inconscient dans quelques zones de l'astral terrestre, monde malléable au gré de chacun, univers où chaque âme sculpte sa lumière ou sa non-lumière. Maman ? La voix un peu hésitante de notre amie perce soudain le silence et nous fait presque sursauter. Pour toute réponse, des pensées désordonnées se mettent à emplir la pièce, anodine et puérile. Oh, ces rideaux rouges, il faudra que je les décroche et que je les lave. Il faut que ce soit fait avant de sortir d'ici. Je n'ai pas beaucoup de temps. Le docteur m'a dit qu'il me restait 2 mois pour les laver. Je ne sais pas si la petite est pressée. Maman ? Cette fois, c'est un profond soupir qui emplit la salle et à mesure que celui-ci s'épuise, la lumière qui imprègne tout se teinte tour à tour de jaune, puis de bleu. Maman, répète une 3e fois notre ami dont nous devinons uniquement la présence à nos côtés. Maintenant, son ton s'est fait presque autoritaire, presque impatient. Alors, comme si un déclic avait enclenché un processus, une silhouette toute blanche se redresse sur la table d'accouchement. Au cœur du temps qui se comprime, nous voyons aussitôt la jeune femme poser les pieds sur le sol puis avancer paisiblement dans notre direction. Elle a le regard de ceux qui sont disponibles, simplement prêts à recevoir. Rebecca Wes. Nous ne savons plus ce qu'il convient de dire, se précipite immédiatement vers elle et lui attrape les 2 mains comme pour ne plus la laisser s'échapper. J'ai tant de choses à te dire, sais-tu. Je m'en doutais, c'est bien pour cela que je suis venue. Tu sais bien que ma maladie est un prétexte pour mieux te rejoindre. Aide-moi à t'emporter. Je sais que je rêve et je veux ramener ton visage. Ce n'est pas mon visage mais le son de ma voix, le sens de mes paroles et de ma présence que je veux que tu gardes. C'est pour notre équilibre à toutes deux et aussi celui de papa. Permets-moi de te parler très clairement auprès de mes amis. Il me semble les connaître, tes amis, répond doucement la jeune femme en nous adressant cependant un regard pour la première fois. Je ne sais pas, je connais leur couleur. Rebecca sourit et quelque chose se densifiait entre nous tous. Peut-être la qualité de la lumière. Cependant, la jeune mère a dû faire fuir de sa conscience la salle aux grandes dalles blanches et aux tentures rouges car c'est l'image de son propre salon avec son gros fauteuil qui 183 s'impose désormais autour de nous. Là également, tout paraît bien concret, parfaitement conforme à la cohérence de l'esprit qui en façonne la texture. Sans attendre, notre amie et sa future mère se sont assises sur le sol. Maman, je voulais te dire que je ne veux pas naître dans l'eau.
Je ne sais pas exactement pourquoi mais je ne le souhaite pas mais on m'a tellement dit que ce serait plus doux pour toi. Pour d'autres sans doute. L'élément liquide éparpille toujours un peu le corps vital et retarde de quelques minutes la pleine descente de la conscience. J'en ignore la raison mais il faut que je puisse m'arrimer très vite, c'est ma nature qui le demande. Si tu ne t'en souviens pas, je me débrouillerai. Pendant quelque temps, vois-tu, il faudra que je maîtrise une tendance un peu rêveuse et le contact prolongé avec l'eau ne m'aidera pas. Il faut que je sois quelqu'un de très incarné, très rapidement. C'est de cette façon que les différents constituants de l'éther vont finir de prendre avec facilité leur place dans mon organisme. C'est de leur stabilité que vont dépendre aussi mon autonomie et ma volonté. Je ne veux pas te dire que ceux qui naissent dans l'eau partent avec un handicap, ce n'est pas cela. Pour certains, ce peut être au contraire une chance afin de mettre en place, dès le début, des éléments de personnalité ou tout simplement d'équilibre physique dont ils auront besoin. Il n'y a pas de règle absolue, maman, il faut seulement savoir écouter. Mais si je n'écoute que moi ou car cela me plaisait de t'accueillir dans l'eau, alors ce ne sera pas grave. Il faut avant tout que tu comprennes que si l'harmonie ne domine pas en toi lorsque je viendrai, j'y aurai beaucoup de mal à préserver la paix en moi-même, qu'il y ait de l'eau ou qu'il n'y en ait pas. Je veux le confort de ton âme, pour le reste j'y ai des souhaits qui ne sont jamais que des souhaits et j'y ai confiance. Il y a pourtant une chose que je te demande avec plus d'insistance, ne choisis pas un lieu où l'on provoquera ou avancera ma naissance de quelques heures pour se plier à des horaires qui auront le seul mérite de faire plaisir au personnel médical. Encore une fois, ce ne serait pas dramatique mais mes troisième et quatrième plexus pourraient en souffrir pendant les 2 ou 3 premières années, rendant ainsi mon sommeil plus difficile. Toutes les substances chimiques que l'on injecte dans un corps sont dotées d'une contrepartie subtile qui agit évidemment sur les organismes de même nature vibratoire qu'eux. N'oublie pas que tout vit et que la chimie se prolonge dans le monde vital. S'il n'y a pas de difficulté physiologique à résoudre, laisse la nature faire son travail là aussi. Elle sait quand je dois venir et pourquoi à cet instant précis plutôt qu'à un autre. Chaque parcelle de ce que l'on appelle le temps qui passe, maman, est en étroit contact avec l'intelligence de la matière. Elle l'informe constamment et charge sa mémoire des infinies modifications que l'univers vit en permanence. La lumière qui vient alimenter notre âme comme nos cellules n'est jamais totalement identique à elle-même. Seconde après seconde, elle est renouvelée et se charge d'autres senteurs, comme le vent qui souffle à terre vers les feuilles et dont l'itinéraire et la force se rémodèlent sans cesse. Est-ce bien toi qui m'apprends cela? Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera toi qui me le rappelleras, en tout cas je te le demande. Jamais je ne saurais me souvenir de tout ceci. Théi saura en retransmettre l'essence. C'est par elle que tu joueras ton rôle en ne faisant pas obstacle. Lorsque l'on a bu à une source, on en retransmet toujours les saveurs, même à notre insu. Ces quelques mots se sont échappés de notre cœur si spontanément que nous nous sentons quelque peu gênés d'être sortis de la réserve que nous avions cru bon de faire nôtre jusqu'à présent. La jeune mère lève vers nous un regard profond, un regard qui cherche son fil directeur et qui sonde. Qui d'entre nous n'entretient pas au fond de sa mémoire le souvenir de ces visages inconnus, parfois sereins, toujours énigmatiques, croisés dans l'écrin d'un rêve? Cela nous laisse des senteurs et des saveurs que la conscience souvent repousse mais qui entretiennent secrètement leur silencieux labour. Préserve l'esprit, si la lettre t'échappe. Oublie vite cette même lettre si tu sens que déjà elle ensevelit l'esprit. Si nous sommes venus tous trois, maman, c'est pour que ton âme soit imprégnée d'une plus puissante présence de paix et pour qu'elle reçoive une marque. Si je t'informe de mes souhaits et de leurs raisons, ce n'est pas pour que tu les numérotes comme des desiderata puis que tu les appliques en tant que tels. Mon vœu le plus cher est que tu les ressentes car c'est au FOP du ressenti que tu sauras toujours ce qui demeure le plus juste pour moi, pour nous. La plupart des futurs parents sont contactés comme tu le es en cet instant, vois-tu, et parmi la foule d'informations qui leur est donnée, il leur est surtout demandé de bien s'imprégner du regard de leur enfant car c'est lui le lien fidèle par lequel la mémoire, consciente ou non, retrouve et accomplit sa tâche puis aide le chemin de vie à se tracer. M'as-tu déjà parlé de cette direction vers laquelle il nous faudra te laisser aller? Si cela est, regarde comme je l'ai déjà oublié. Je vous en ai déjà parlé à tous les deux. Il y a des carrefours qui sont signalés au fond de vous et je sais que vous saurez les reconnaître si votre vie ne tente pas de se superposer à la mienne. Vous serez parfois habité par des impressions ou des certitudes qui seront le reflet des schémas esquissés ici ensemble. Pourquoi dis-tu ensemble? Il me paraît plutôt que c'est toi seul qui choisis ta direction. Je ne la choisis que conformément à ce que nous pourrons et devrons vivre ensemble. Je vous la propose pour continuer notre histoire commune. Cependant, il vous appartiendra toujours de l'accepter ou non.
Je vais vous bâtir tandis que vous me bâtirez, et si nous savons praiser vers la trace de ce que nous sommes au-delà de nos corps, ce ne sont ni des prisons que nous édifierons ni des carcans que nous endosserons, mais des pages que nous apprendrons à tourner d'un même geste. Sais-tu donc de quoi demain sera fait? La jeune femme a éprouvé le besoin de se relever tout en posant cette question, et son interrogation a généré dans l'espace une clarté jaunâtre qui trahit une peur. Les murs illusoires du salon se sont alors rapprochés, miroir parfait d'un espace mental qui se comprime. J'ignore de quoi demain sera exactement fait, reprend Rebecca d'une voix égale. On m'a seulement enseigné de quoi nous pourrions le faire. On m'a montré quelles étaient les portes qui s'ouvriraient et celles qui se cadenasseraient. On m'a, en fait, un peu plus instruite quant au rythme de la vie terrestre, et j'y ai vu une succession de nécessités inéluctables entrecoupées de merveilleuses opportunités. Qu'est-ce qui est inéluctable? La transformation, maman. La matière elle-même de ce monde où nous allons vivre ensemble est entrée en mutation. Déjà, elle n'obéit plus aux mêmes lois qu'autrefois. Le petit corps que tu es d'Afa, sonné en cet instant précis, ne se conforme déjà plus tout à fait aux règles en apparence inébranlables des générations passées. Ces molécules ont acquis un peu plus de finesse et peuvent élargir leur champ de combinaison puis d'extension. La matière est intelligente, je te le dis à nouveau. Elle prend conscience d'elle-même au fil des âges. Les cellules apprennent à penser à l'image de l'âme qui les génère. Elles apprennent à aimer si on les y invite. Chacune d'elles doit devenir un soleil là où elle est placée. C'est cette faculté d'autoconscience des cellules qui va permettre au monde qui s'ouvre de faire un bond vers la lumière. Cela se traduira par une possibilité de régénération plus grande des tissus, si toutefois notre monde intérieur se débarrasse de ses fers. Je veux dire, vois-tu, qu'une extraordinaire opportunité de croître, jusque dans le physique, va nous être donnée. Il faut seulement que notre cœur suive et fasse sienne cette nouvelle proposition de la vie. C'est pour cela que le fœtus que tu abrites et que nombre de ceux qui, comme lui, attendent leur heure ont la possibilité de n'être plus conscients que par le passé, avec le centre de leur cœur plus dilaté. Je sens au fond de moi ce que représentent ces centrets. Je n'en ai pas la claire vision, mais il me semble correspondre à une très vieille connaissance masquée par je ne sais quelle coquille. Il est des heures de la journée ou de la nuit où je te devine plus présente au fond de moi. Est-ce donc la force de ta conscience ou l'activation de ces centres qui crée cela? Peut-être les deux à la fois, mais, vois-tu, il est exact que selon les rythmes de la journée, les plexus d'un fœtus se dilatent ou se rétractent et modifient par conséquent les rapports de la mère avec son enfant. Il ne servirait pourtant à rien que tu tentes de mémoriser le détail de cette horloge subtile, tu dois simplement savoir que, quel que soit l'instant, l'un des plexus de mon corps qui se parachève est toujours comme une porte ouverte sur ce même plexus en ton corps. Je veux parler du centre de nos deux cœurs. Lorsque tu souhaites me communiquer quelque chose ou inversement, lorsque tu espères recevoir quelque chose de moi, utilise cet itinéraire privilégié entre nos deux êtres. Mais comment? Comment? Mais sans trop te poser de questions. En plaçant simplement tout ton amour au creux de ta poitrine, semblable à une belle boule de lumière. Alors, pendant quelques instants, tu ne dois rien projeter vers moi, pas même tendre ta volonté. Adresse-moi seulement la parole comme si je me trouvais déjà là, debout devant toi, car en réalité je serai là, appelé par ta sincérité. Là d'où je viens, j'y ai appris que la simplicité représente toujours le chemin le plus direct. Brusquement autour de nous, une zébrure s'imprime dans la lumière. Le salon et son gros fauteuil se désagrègent comme sous le choc d'un claquement de tonnerre que nous ressentons presque jusque dans notre centre. Alentour, dans l'espace immaculé qui s'est imposé, plus rien ne persiste désormais du rêve de la jeune femme. Son espace mental a éclaté et nous voilà tous trois face à nous-mêmes, tentant de découvrir un nouvel équilibre. Aussitôt pourtant, les murs de la chambre mauve surgissent du néant et reprennent leur place autour de nous, presque sous nous qui nous croyons rivés en quelques points imprécis du plafond. Le crépuscule a tout envahi. Figée dans une espèce de demi-conscience, la mère de Rebecca, les sourcils froncés et les yeux un peu hagards, apparaît à nouveau au fond de son lit. Lentement sa silhouette tente de se redresser et une main sort de dessous la couette afin de chercher un interrupteur quelque part sur la table de chevet au fond du couloir. Cependant, une voix résonne, forte, intempestive, malhabile. Par intuition, nous savons aussitôt qu'il s'agit de celle d'un coursier et que nous lui devons ce brusque retour à une autre réalité. Intérieurement, nous soupirons et il y a là comme un goût d'inachevé. Le visage de notre ami passe alors devant le nôtre tandis que nous ressentons la présence de son corps si menu qui semble chercher une protection. Un souffle s'en échappe. Tant pis, et la suite sera pour plus tard.
Rebecca n'a guère le temps d'en dire davantage. À l'autre bout de l'appartement, une porte a claqué. Qui était-ce? Rien, juste un livreur qui s'est trompé d'étage. C'est lui qui t'a réveillé? Écoute, je ne sais pas où j'y étais, j'y ai fait un rêve étrange. D'abord je me trouvais dans une sorte de maternité et ensuite, sans trop savoir par quel chemin, je me suis retrouvée au salon en train de bavarder. C'est flou mais il y avait 3 personnes que je connaissais et j'y étais un peu comme à l'école avec une petite fille qui me parlait sans cesse. Je ne sais plus ce que nous disions mais c'était très fort et cela me donne presque envie de pleurer comme si j'y avais refermé trop tôt un livre racontant une belle histoire. Je me demande vraiment si ce n'est pas elle qui vient me voir, poursuit la jeune femme en posant une main sur le galbe de son ventre. Ne te moque donc pas. Feignant de ne pas avoir entendu son épouse, le père de Rebecca part soudain d'un grand éclat de voix joyeux. Allez, cette fois je la décroche du mur cette affiche. Je l'ai trop vue cette plage. Si tu es sur pied demain, nous pourrions chercher quelque chose d'autre. Que se passe-t-il, papa? Que se passe-t-il? À chaque fois que tu parles de cette image, il me semble que quelque chose se tord en moi. C'est rapide, mais ça fait mal. J'ai toujours peur que cela me renvoie loin d'ici, loin de vous. Notre amie s'est presque agrippée à l'aura de son père. Elle cherche à se fondre dans la multitude de ses radiances, peut-être dans l'espoir de faire parler celle-ci et d'en extraire un vieux secret. C'est un sentiment proche de celui de la révolte qui l'habite et contre lequel nous savons que nous ne pouvons rien car il n'obéira pas au raisonnement. Une logique qui lui est propre le nourrit et lui procure une force quasi viscérale. Une logique, nous ne pouvons plus en douter, qu'un événement a dû jadis s'incruster profondément dans la chaîne des atomes germes. Combien faudra-t-il de temps pour mettre à nu ces rouages, pour fragiliser leur assemblage et enfin en détendre le ressort? Tandis que l'affiche s'est vue rouler sur elle-même puis reléguée dans un coin de la chambre, nous avons observé notre amie se détacher lentement de son père, cherchant en elle et dans notre regard une nouvelle énergie. Ce n'est rien, finit-elle par dire en s'abandonnant pour la première fois à l'étreinte de nos bras. Je comprendrai bien un jour. Je me suis parfois demandé si je ne ferais pas mieux de revenir dans le corps d'un garçon. Sans doute à cause de ces réactions que je ne cerne pas. Tu en avais donc le choix, est-ce? Je l'ai eu à un moment donné. Mes amis me l'ont signifié clairement, mais il y a une fibre féminine tellement ancrée en mon âme que j'y ai su tout de suite que je me ferais ainsi violence. Ce n'est pas le but, cette violence que le corps peut infliger à l'âme, en tout cas, ce n'est pas le mien. Certains sont parfois contraints de l'accepter, mais je suis trop femme pour pouvoir vivre harmonieux, c'est une telle éventualité, ne croyez-vous pas? Nous ne trouvons rien d'autre que le sourire puis le rire pour répondre à cette affirmation de notre amie et il n'en faut pas davantage pour détendre les traits de son visage. C'est vrai, dit-elle, comme pour se justifier encore un peu plus, une âme a une polarité bien précise et il n'est pas toujours facile pour elle d'en emprunter momentanément une autre. As-tu déjà vécu ce changement de sexe lors d'une existence? Nous l'avons tout vécu, non pas une fois mais à plusieurs reprises, vous pouvez en être certain. Cela correspond, sur un plan universel, à une loi d'équilibre et de compensation ainsi qu'il nous arrive aussi de changer de race, même si l'une d'elles représente plus particulièrement notre port d'attache. J'ai bien vu, maintenant, qu'il y a des nécessités que l'on ne peut contourner. Il ne sert à rien de philosopher longuement sur leur réalité ou sur leur utilité car elles incarnent l'équité totale. Pour ne parler que de mon cas, je sais, car je l'ai revécu intérieurement, qu'il y a fort longtemps j'y ai mené une vie de femme parmi les peuples du Nord au cours de laquelle j'y ai méprisé la nature masculine. Ainsi que beaucoup de mes compagnes, à cette époque, j'y ai abusé de mon pouvoir, de mon ascendant dans une société bâtie sur des règles matriarcales. Il a fallu longtemps avant que je comprenne le simple bon sens de la complémentarité, et je ne suis pas un cas isolé. Nous imaginons que la seule réflexion n'a pas suffi à rééquilibrer le fléau de la balance. Évidemment. Alors, voyez-vous, à plusieurs reprises la vie m'a demandé de revêtir le corps d'un homme afin d'en admettre les réactions et d'en apprécier aussi la dignité. La première de ces existences m'a vraiment été imposée par des guides de lumière. Leur motivation et leur volonté étaient justes. Ces êtres ne se posaient que comme intermédiaires ou interprètes de la loi universelle mais mon âme était aveugle dans ce domaine et j'ai refusé le changement d'état qu'il me fallait expérimenter. C'est pourquoi pendant toute une vie, dotée d'un corps d'homme et d'une conscience qui avait refusé d'emblée d'adopter un comportement masculin, j'y ai vécu les difficultés de l'homosexualité. Bien sûr, toutes les incarnations de ce type ne sont pas dues à des origines de même nature, mais cela en représente, je crois, un exemple assez parlant. Le cœur du problème, ne provient-il pas toujours de cette vieille notion de refus que nous avons tout tendance à reproduire?
C'est ce qui m'a été enseigné et que j'y ai retenu pour l'avoir vécu dans ma chair. Ce refus obstiné d'un corps masculin m'a contraint après cette existence que je viens d'évoquer à renouveler l'expérience. Cette fois-là, c'est mon orgueil qui l'a emporté. Ma vision des hommes sans nom s'est encore tellement faussée et pleine d'a priori que j'y ai reproduit afin de m'incamer davantage, ce que je m'imaginais être l'apanage systématique du sexe masculin. Je veux dire que je me suis fabriqué une vie de petit seigneur campagnard qui a écrasé les femmes et qui en a souvent abusé. Savez-vous, mes amis, comment je suis enfin venu à bout de cette difficulté? En acceptant, après maint détour, une existence de résignation dans le harem d'un sultan. Au départ de cette vie, cela correspondait à une punition que je voulais m'infliger et je n'aurais sans doute rencontré que frustration et humiliation stérile si des guides de lumière n'avaient provoqué des rencontres capables de désamorcer en moi toute notion de rancœur. Je crois maintenant que la véritable découverte de moi-même et de la beauté de l'âme date d'un état de compréhension qui a éclos en moi précisément à la fin de cette existence. Voilà en fait l'histoire abrégée et, somme toute banale, d'une âme tout aussi banale à la recherche de l'équilibre des polarités. Relatez-la si vous pensez qu'elle peut aider certains. Maintenant, pour en revenir au présent et à ce qui m'unit à mon père, c'est autre chose. Si je ne veux pas enfoncer les portes, je ne souhaite pas non plus les refermer, ce qui aurait été le cas en tentant de prendre un corps masculin. Quelque chose de très fort me le dit. Dans la chambre des parents de Rebecca, la vie nocturne s'est entre-temps peu à peu organisée. Les joues encore teintées par des accès de fièvre, la mère de notre ami boit à petites gorgées un bol de potage tandis que son compagnon s'est assis d'un air las mais satisfait sur le rebord du lit. De l'index, il gratte machinalement l'un des motifs de la couette. Finalement, hasarde-t-il, je suis vraiment heureux que l'échographie ait prévu une fille. Parce que tu crois vraiment que c'est l'échographie qui l'a prévue. Face à ses parents qui plaisantent et se sourient, Rebecca s'est peu à peu éloignée de nous pour se blottir quelque part dans la chambre, là où une certaine qualité de paix, une certaine pureté de lumière viennent de naître au creux de deux auras. Que nous reste-t-il à faire sinon à nous effacer? Au-delà des terres et de l'océan, il y a deux corps qui attendent et qu'il nous faut rejoindre afin de retranscrire cette 7e marche. Chapitre 8. Nous voguons au cœur d'une sphère de lumière jaune. Attirés dans sa substance fraîche et douce par le même élan, la même confiance qui nous ont toujours unis à celle qui n'est plus Rebecca. Sa matière est étrangement cisvante, parfaitement tangible, presque malléable. Elle suggère à la fois un espace clos, bien circonscrit par la force qui la génère mais aussi paradoxalement illimité ou tout au moins extensible à l'infini. Des courants y circulent, tels des vagues sur la crête desquelles nous captons des bribes de mots et des images furtives aussi fragiles que de petits esquifs de papier. Selon une mystérieuse orchestration, cette lumière, ces mots, ces images dégagent tout ensemble une odeur ou plutôt un parfum familier. Nous sommes chez elle à n'en pas douter car cette matière enveloppante ressemble trop à l'écran de ses pensées. Oserons-nous dire qu'après ces mois d'intense communion nous en reconnaissons presque instinctivement la texture? Dis-moi comment tu penses et je te dirai, la sphère mentale d'un être, sorte d'empreinte digitale de son âme, demeurera toujours unique. C'est un livre tellement bavard. Êtes-vous bien là? Je vous sens si près. Permettez-moi de ne pas ouvrir les yeux sur vous. Il me faut encore rester ainsi. Un peu. Dans le ventre de ma mère. Je veux encore interrompre le temps, ralentir le fleuve de mes pensées pour mieux visiter le corps et la terre qui m'accueillent. Un sourire intérieur s'échappe de nous et nous nous taisons, respectueux du creuset dont l'accès nous a été ouvert. Dans cet océan de lumière, lentement alors et comme si un nouveau seuil avait été franchi au-dedans de nous, le battement d'un cœur se fait entendre. Nous devinons par cela que nos propres vibrations nous ont approchés de la terre. Bientôt, nous le pressentons aussi, c'est le rythme, doux d'un flot sanguin qui va s'immiscer dans notre être. Nous faisons le point et quelque chose nous dit que nous nous tenons dans l'aura mentale de notre amie et que celle-ci englobe à son tour celle de sa mère pour la recouvrir de sa paix. Ce n'est pas une volonté qui s'exprime ainsi mais une nécessité de vacuité à laquelle nous aussi, nous nous abandonnons quelques instants. Puis, comme une clochette, la voix de S. se met à nouveau à tinter tandis qu'autour de nous la clarté s'agite et entame une danse paisible. C'est ici que je m'efforce d'habiter de plus en plus, dit-elle. Mon corps devient de jour en jour semblable à un appartement dans lequel j'y apprends à me déplacer. Certaines pièces me sont encore inconnues mais leurs portails s'ouvrent les uns après les autres, tranquillement. Ce sont les longs corridors de mes jambes et de mes pieds que j'y habite le moins. Peux-tu nous dire? Oui, je voudrais vous dire que je vous vois maintenant ou plutôt que je devine vos contours tout comme je perçois clairement la silhouette de maman.
Vous êtes en moi, vous êtes tous en moi, ainsi que ce monde que je vais essayer d'aimer. Cela fait peu de temps que je sais cela. Je veux dire que j'y ai compris que ma qualité d'amour et de quiétude peut expanser le rayonnement de mes corps subtils jusqu'à englober celui de ma mère et quelquefois celui de ceux que j'y aime. C'est pour cela que vous êtes tous en moi en ce moment, tout au moins dans ce champ de force que mon mental et mon cœur réunis parviennent à créer. Non, je vois ce que vous pensez. Non, je ne suis pas exceptionnel. Je sais maintenant qu'au 8e mois de la gestation, il est toujours offert à l'âme qui revient d'écarter un voile de plus et de renaître davantage à elle-même en prenant conscience de son propre potentiel de richesse. Voyez-vous, je sais aussi qu'en dilatant mon aura au-delà de celle de ma mère, je peux communiquer avec elle autrement et de manière plus constante que par le rêve. Alors, ce qui, dans la bouche de maman, s'appelle impression ou intuition n'est autre désormais que la communication. En est-il ainsi pour chacun de nous, pour chaque famille? La possibilité en est offerte à chacun. Sa réalisation est une question d'ouverture de cœur, de clarté de conscience. Ainsi, mes amis, cette sensation d'unité que ressent souvent la mère et hélas plus rarement le père, avec l'enfant qui s'apprête à naître ne s'explique pas seulement sur le plan viscéral ou biologique. Elle résulte d'une interpénétration des auras et plus particulièrement des auras mentales. En cet instant même, si maman est physiquement enceinte de mon corps, je me sens psychiquement enceinte d'une partie d'elle-même par ce qui est de mon énergie propre et qui circule en elle. C'est un équilibre à créer, puis à maintenir non seulement jusqu'à la naissance mais encore pendant quelques années car il a des incidences sur le métabolisme de chacun. Cela t'est-il pénible de nous en parler? Nous comme prendrions fort bien qu'un peu de paix te soit nécessaire et que tu puisses simplement préférer jouir de l'instant présent. Je mentirais en affirmant que toutes ces informations que je tente de vous communiquer me sont aisées à fournir. Il me serait plus facile certes de me laisser glisser mais je n'ai jamais oublié que je me suis engagé à parler pour ceux qui voient la vie, autrement que comme un savant engrenage de réactions chimiques et électriques. Et puis, sans peut-être le savoir, vous m'aidez. Ce travail agit sur moi avec la force d'un soleil qui m'oblige à mûrir plus intensément. Vous me labourez en me mettant en quelque sorte face à mes propres tempêtes et à la moindre de mes métamorphoses. Ce qui m'aide le plus, savez-vous, c'est sans doute cette nécessité qui m'est imposée de m'exprimer de façon adulte. Depuis que la notion de temps terrestre a recommencé à déposer puissamment son empreinte en mon être, c'est-à-dire véritablement depuis le 6e mois, l'étroitesse de mon corps physique me suggère des attitudes mentales qui parfois me révoltent et en tout cas me provoquent des élans de colère. En effet, plus mon corps pèse, plus je l'habite longuement et plus je me sens prise dans des périodes d'engourdissement cérébral ou plutôt de paresse intellectuelle. Ainsi, sans les sollicitations de ma tâche, l'attraction de la Terre aurait tendance à me rendre plus végétative que je ne le souhaiterais. Je sais que c'est une loi générale imposée par le taux vibratoire de la planète mais je sais aussi que ce n'est pas un phénomène inéluctable. J'ai bien compris que l'éveil se travaille. J'aimerais que tous les parents prennent conscience de cela afin que leur attitude pendant et après la grossesse change quelque peu. En quoi doit-elle changer? Notre ami ne répond pas immédiatement à la question. Dans sa présence qui nous enveloppe, nous devinons un peu de gêne, un peu d'amusement mais surtout une volonté d'être bien comprise, de trouver les mots justes. Il faut cesser d'infantiliser ceux qui s'en reviennent. Il faut s'adresser à eux avec des mots qui soient des mots et des phrases qui ressemblent à des phrases, puis avec des élans qui ne deviennent pas des tentatives d'annexion de leur personnalité de nouveau-né. Je veux dire que ce sont des adultes qui s'en retournent vers d'autres adultes et que les parents doivent maintenir leur conscience ouverte en cessant de s'adresser à eux avec des termes et des notions déformées, atrophiées. S'ils ne le font pas, croyez-moi, ils leur gorgent la conscience de somnifères. Je ne veux pas prétendre que nous comprenions tout du monde terrestre lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, ni bien sur les premières fois que celle-ci nous serre dans ses bras. Je cherche seulement à suggérer le fait que nous observons et comprenons bien plus qu'il n'y paraît et qu'il ne faut pas nous contraindre à régresser en ne nous abreuvant que de gazouillis. Il faut offrir de la tendresse sans oublier une graine d'intelligence. Nous avons soif d'amour et de l'aimer, nous avons soif aussi de grandir. Avant que je m'en revienne vers vous, j'ai vu des images de parents qui parlaient de métaphysique avec leur futur enfant et d'autres qui entretenaient de longs discours savants avec leur nouveau-né. Ce ne sont pas, bien sûr, ces positions extrêmes et d'une certaine façon naïves que nous souhaitons. Je prie seulement pour que mes parents et tous les parents s'adressent à leurs enfants avec des concepts et des mots simples mais qui signifient quelque chose de structuré. Si tel n'est pas le cas, les formes pensées qui s'échappent en d'eux et qui sont souvent de désordre et d'infantilisme ont au fait d'aller étouffer celles du nouveau-né qu'ils tiennent dans leurs bras.
Est-il vraiment si difficile de trouver un juste milieu? Lorsque nous naissons à la Terre, nous n'avons besoin ni d'une lumière éblouissante ni d'une ombre lénifiante. Les formes pensées issues du rayonnement mental des parents se substituent aisément à celles du nourrisson dont l'aura présente peu de défense. Dès lors, elles agissent ou comme un ferment et un pacificateur ou comme un couvercle de plomb et un agent de déstructuration. Il arrive hélas très souvent que des parents étouffent le rayonnement mental de leur enfant dès les premiers temps car ils ne voient pas en celui-ci une individualité à canaliser et à respecter mais une matière à modeler qui leur appartient intégralement. Mes amis m'ont enseigné que certains retards dans le déploiement du plexus laryngé étaient explicables par cela et j'ai aussi retenu qu'une telle attitude erronée rendait plus lent l'arrimage des corps subtils au corps physique. Tout cela, avouez-le, ne résulte pas de connaissances bien extraordinaires, mais d'une logique toute simple que le seul bon sens permet de mettre en application. S. Sombre à nouveau dans un silence que nous devinons indispensable. Il est pour elle semblable à la bouffée d'air pur à laquelle rêve le plongeur en apnée. C'est du moins ce que nous avons perçu à son contact et par l'effort que sa voix a commencé à traduire. Au cœur de notre océan de clarté jaune, seul le battement régulier d'un cœur parvient encore jusqu'à nous et fait perdurer dans notre conscience la réalité d'un univers physique. Il représente un point de repère que nous ne voulons pas perdre. Sans attendresse, la deviner, elle murmure, oui, c'est bien mon cœur que vous entendez. Il y a une telle fluidité de communication entre les différents corps de celui qui va naître qu'en fait, ceci représentant une unité globale. Vous voyez, c'est lors de la naissance que tout va commencer à se séparer, à se cloisonner. Ne t'arrive-t-il pas de vivre de tels cloisonnements comme une limitation ou une régression? La lumière où nous baignons devient soudain plus acidulée et de petites zébrures à la couleur indéfinissable entreprennent de la traverser, l'espace d'un court instant. Oh, je devrais vous dire oui parce que c'est ainsi qu'il m'arrive de le ressentir. Pourtant, je sais qu'en réalité la réponse est non. Il n'y a pas de régression. Le cloisonnement relatif qui s'installe entre les différents corps à l'heure de la naissance doit, en fait, être vu comme un verrouillage de sécurité afin que les multiples perceptions et la sensibilité générale de l'être ne soient pas à vif. Tout le chemin de la vie et l'apprentissage de la sagesse consistent justement quant à eux, à rétablir progressivement et de façon équilibrée cette fluidité entre les divers niveaux de la vie. Cette vie, mes amis, au seuil du nouveau corps qui m'est offert, je la vois plus que jamais comme une succession de pertes ou plutôt comme une approche de la notion de perte de tout ce qui n'est pas vraiment nous. Abandon des peurs, effritement des zones interdites, dépouillement du masque. Tu parles de peur ou l'éprouves-tu encore parfois, maintenant que ton coap est déjà prêt à lancer un premier cri? Si je ne la ressentais plus, je pourrais aisément prendre possession de ce corridor un peu froid que sont mes jambes. Celui qui conserve une crainte de prendre racine dans la chair habite toujours assez difficilement cette partie du corps. Comprenez-vous le pourquoi de certains problèmes de circulation sanguine? Nous sommes tout passés maîtres dans l'art de l'autocensure et de l'auto-asphyxie. Rie était pourtant heureuse de prendre un nouvel habit, une autre identité. Je le demeure, ma petite crainte c'est toujours celle de ne pas être à la hauteur de ce que mon diable d'ego s'est fixé comme objectif. Il me reste 4 petites semaines pour dominer cela. Après, ce sera plus difficile à déraciner. Pour dominer cela, certainement pas, pour le perdre oui. En guise de réponse, S. part dans un grand rire très clair, presque puéril et qui contraste avec la maturité de ses paroles. Un petit moi pour désamorcer un gros moi. Ajoute-t-elle avec le même élan de joie tandis que, dans la clarté qui nous unit, de grandes fumerolles roses dessinent une arabesque fugace. Vous ne pouvez pas imaginer de quelles graines nous nous ensemençons tandis que notre corps se façonne. Écoutez, ma dernière existence sur Terre s'est conclue par une maladie qui m'a soudainement épuisé le foie. À cette époque j'y ai nourri, lors de mes dernières semaines, un véritable désespoir face à l'inexistence d'un remède approprié. J'ai revécu tout cela il y a peu de temps alors que je croyais l'avoir oublié. C'est l'atome germe de mon corps émotionnel qui a été le moteur d'une telle réminiscence sous l'action d'une sorte d'examen de conscience sans doute excessif que je me suis imposé. En faisant renaître en moi la crainte d'une fragilité hépatique j'y ai permis l'implantation sur mon corps physique d'une petite tache qui apparaîtra à même la peau, très précisément dans la région de mon foie. Jean ai instantanément senti les picotements annonciateurs. J'ignore totalement si cette marque persistera ou au contraire s'effacera rapidement mais je sais qu'elle sera dépendante d'un certain lâcher-prise et d'une confiance que je devrais développer surtout pendant les premiers temps. Je vous parle de ce phénomène parce qu'il illustre un mécanisme courant et explique la présence de la majorité des signes qui apparaissent à la naissance sur la peau d'un être.
Il est assez étonnant de t'entendre prononcer le terme de lâcher-prise dans un tel cas. Peut-on espérer un lâcher-prise de la part d'un nourrisson? Celui-ci peut-il dominer des craintes ou des anxiétés? Il le peut parfaitement car, dans la plupart des cas, m'a-t-on dit, des bribes de souvenirs très précis demeurent en lui pendant au moins quelques mois. Le rôle des parents est alors particulièrement important, non seulement dans la teneur des paroles qu'ils lui adressent, mais aussi, et surtout par l'authenticité de l'amour qui se dégage. 2. L'amour, voyez-vous, le véritable amour et non pas cette sorte de marchandage affectif que l'on affuble du même nom est toujours perçu par le nouveau-né sous la forme de flammes d'un rose très particulier, parfois auréolé d'oranger qui se dégage d'un être. On ne peut pas mentir avec celui qui vient de naître. Ce ne sont pas les mots qu'il comprend, encore qu'il peut en avoir assimilé un certain nombre dans l'aura de ses parents, mais les vibrations intimes de tout ce qui l'entoure. Tandis que notre ami achève d'égrener ses paroles avec un soin tout particulier, le nuage infini de lumière jaune dans lequel nous baignons encore entame une lente métamorphose. Nous vivons en lui quelques minutes comme au sein d'une brume qu'un léger vent dissipe, incapable de situer le corps de notre conscience et de l'arrimer davantage à quelque repère tangible. Il nous faut continuer à nous contenter d'être, alors que tout se meut et qu'une vie secrète se développe dans l'espace alentour. Une force nous tire légèrement en arrière puis, tout devient blanc et chaud comme dans un cocon douillet. C'est le nid de mon âme, murmure une voix enfantine. Désormais, je ne sors plus d'ici que pour rejoindre maman. À peu de distance de nous, quelque part dans le cocon, une toute petite fille nue est assise à même le sol. Ses yeux nous paraissent démesurément grands, étonnamment écarquillés et nous observent avec une intensité presque troublante. Est-ce bien toi, est-ce? Question absurde mais que nous n'avons pu contenir et, à laquelle la petite présence répond simplement par un beau sourire. Combien de temps restons-nous ainsi à nous contempler mutuellement? Nous ne saurions le dire, mais il y a assurément quelque chose d'émouvant qui s'exprime à travers ce contact muet. Nous ne pouvons dénommer la force qui l'habite, pourtant elle existe bien et c'est tout ce qui compte car elle parle de lumière et de complicité. Comment franchir le sas sans se dépouiller du superflu? Chuchote la petite forme, un accent de plaisanterie dans la voix. Entre la vieille femme qui s'apprête à mourir et la fillette qui se prépare à naître, il y a si peu de différence. Vieillesse, jeunesse, plus je m'en viens vers vous moins je sais ce que cela signifie. Et je puis vous dire que tous les nouveau-nés ont cela dans le cœur. C'est un bien singulier mélange d'espoir et de frustration, de regret, de joie et d'impatience. Parfois, lorsque mon corps se soulève involontairement dans le ventre de ma mère, sous l'impulsion des éléments qui parachèvent leur mariage, il m'arrive de vouloir pousser la porte pour en finir. Alors, j'ai bizarrement envie d'apprendre à nouveau à respirer autre chose que de la lumière. Dans ces moments-là, il y a comme un souffle intérieur qui me dit non, non. Je sais que je pourrais passer outre et précipiter ma venue car le libre arbitre nous est donné jusqu'au bout mais je sais aussi que sans d'impérieuses raisons ma décision ne serait pas juste. Tu veux dire est-ce que tu connais déjà le jour précis et l'heure de ta venue? Bien sûr, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes tous dans ce cas lorsque nous nous apprêtons à naître, à moins de vivre le processus de façon particulièrement inconsciente. Ce sont de très grands êtres qui nous guident et qui décident de tout cela car en dehors de quelques intuitions très fortes et irraisonnées nous ne manifestons pas une vue des choses suffisamment étendue pour prendre nous-mêmes la plus juste résolution. Notre ami a prononcé ces mots avec une sorte de nostalgie non dissimulée et simultanément nous nous laissons absorber dans l'immensité claire de son regard. À vrai dire, nous préférons nous y abandonner totalement, près que nous y perdre et oublier l'univers quasi informel qui nous entoure car le sentiment désormais éprouvé face à S est tout à fait étrange. Il naît de ce contraste incroyable entre un petit corps fluet en apparence si fragile et une pensée aussi adulte. Le regard de S est le juste témoin de la maturité de son âme et de l'épanouissement de son cœur, voilà pourquoi en cet instant, nous ne cherchons pas d'autre horizon que lui. Et quels sont-ils, ces très grands êtres auxquels tu fais allusion? Oh, je ne les ai vus qu'une fois et tout au début du temps où j'y ai su qu'il me fallait revenir. Ils sont distincts des amis qui m'ont guidé sur la route du retour. Si je vous les décrivais, cela en ferait peut-être rire beaucoup à travers les pages que vous allez rédiger. En fait, je devrais utiliser des mots qui les feraient ressembler naïvement à l'idée que sur Terre on se fait des anges. Ils en sont, si vous voulez, mais quant à moi, je préfère me servir d'un vocabulaire que j'y estime moins puéril et surtout moins cloisonnant. Disons plutôt ensemble que ce sont des êtres dont le corps est désormais pure lumière et qui veulent se comporter avant tout comme nos grands frères ou nos grandes sœurs juste parce que leur âme est plus ouverte que la nôtre et plus proche du soleil.
Ceux qui se sont présentés à moi ne m'ont pas adressé un mot, mais la seule vague d'amour dont ils sont venus me caresser a déposé dans ma conscience une sorte d'horloge interne très précise qu'il me faut respecter en toute humilité. Ce que je puis dire, c'est que je vais naître dans le signe zodiacal qui était celui du moment de ma dernière mort. Il en est ainsi pour chacun de nous, car pour tous c'est la même histoire qui continue, même si d'un chapitre à l'autre nous intervertissons les rôles. Pour ce qui est de ces très grands êtres de lumière, je puis encore vous dire qu'ils ne viennent pas du monde des âmes ou alors de ces extrêmes frontières avec le soleil qui respire au-delà. En tout cas, ce que j'y ai reçu d'eux, sans doute l'espace d'un battement de paupières me laisse aussi un petit pincement au cœur. Ce n'est pas de la tristesse, loin de là. Cela ressemblerait même plutôt à de la joie, celle très confise d'avoir un peu retrouvé la saveur d'un horizon que je connais depuis toujours mais que je ne parviens pas à déterminer. L'océan des yeux de notre amie pétille et nous comprenons qu'elle souhaite aborder un point qui patiemment attendait son heure. C'est par un rire d'enfant, un peu désarmant, qu'elle achève de nous la suggérer et puis, s'en vient un profond et beau silence, le temps d'un inspire, d'un retour en soi. Je ne sais comment vous dire, je voudrais revenir sur la notion de Dieu car j'y ai trop peur maintenant de ce qu'il signifie dans la langue des hommes. Il est devenu une arme pour le sectarisme et le fanatisme, un prétexte pour dresser des barrières. Évidemment, et je ne crains pas de le clamer à nouveau, je crois en Dieu mais certainement pas en ce Dieu humanoïde, limité et limitatif qu'ont imaginé la plupart des habitants de la Terre. Le Dieu que j'y ai commencé à approcher de plus près dans ce monde d'où je viens n'a rien qui soit semblable par un nom, ni même par une phrase. Il est une incroyable et bouleversante énergie d'amour qui peut se manifester à travers la plus infime chose existante dans l'univers. Il est aussi comme une conscience qui imprègne tout et dans laquelle nous naissons et croissons. Il est enfin, je le sais au plus profond de moi-même, totalement indissociable de nous tous. Je préfère ne pas lui donner de nom pour continuer à le voir en tout et en tous. Vous pouvez appeler cela du déisme ou du panthéisme, cela n'a pas d'importance en soi car c'est une vision qui génère du bonheur en mon cœur et le bonheur n'est-il pas le but de toute vie? Voilà pour moi ou voilà pour ceux qui étaient et qui demeurent mes amis dans le monde d'où je viens mais il y a bien sûr des sphères d'existence où un tel concept est beaucoup plus étroit. Ce qui me semble important de vous signaler c'est que jamais dans les univers que l'on appelle immatériels, un guide n'impose une vision stricte de Dieu. L'athéisme y est admis et respecté en tant que stade inévitable, parfois indispensable, sur le chemin de la prise de conscience. Ce que vous appelez mort n'écarte pas tout, les voiles d'une seule bourrasque, chacun avance à son rythme avec son seul courage et son libre arbitre. Il faut savoir, voyez-vous, qu'une âme qui s'en revient dans la matière peut délibérément choisir l'athéisme parfois pour contrebalancer un excès inverse vécu antérieurement. On m'a appris qu'un certain mysticisme débridé pouvait conduire à une semblable prise de position. Avant de trouver son point d'équilibre, une âme a souvent besoin d'expérimenter les extrêmes. Il est autant de cas possibles que d'individus mais il serait injuste de parler de la plus ou moins grande maturité d'une âme sur le simple fait qu'elle est croyante ou athée. C'est la clarté de son cœur qui importe et non pas la philosophie ou la religiosité qu'elle affiche. Je connais une amie très chère qui prend un corps sur terre en ce moment même. Sa volonté est de refuser toute notion de Dieu. Elle a besoin d'expérimenter cette vision du monde pour un temps car lors d'une existence précédente elle ne pouvait admettre des raisons amenant à considérer la vie sous un autre angle que le sien. C'est l'intolérance, voyez-vous, qu'elle va combattre en elle. Sais-tu maintenant si certaines âmes s'incarnent avec une volonté délibérée de fanatisme religieux ou autre? J'ai vu qu'on ne s'incarne jamais avec une volonté de fanatisme. Ceux qui vivent cela subissent leurs pulsions et leurs incompréhensions mais ils ne les programment pas. Le fanatisme, mes amis, m'a été expliqué comme un dérapage de l'ego qui a peur de ce qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas la capacité de cerner. Il résulte finalement de la conception pervertie d'un idéal vécu tel un point d'ancrage absolu de cet ego face à son propre besoin d'être rassuré. À ce stade de son explication, la voix de notre ami s'interrompt net. La silhouette fine de la fillette a désormais repris sa pleine place dans notre champ de vision. Il semble qu'elle ait capté quelque chose et que ce quelque chose lui impose un repli sur elle-même. Avec une lenteur et une délicatesse extrême, nous voyons alors son échine se courber et son front rejoindre ses genoux qui reposent à même le sol laiteux. Du plus profond de son mutisme et dans cette attitude presque fétale, S. évoque maintenant en nous des images de spirales couleur azur qui paraissent vouloir nous absorber. Il m'appelle, chuchote-t-elle enfin. Ils pensent à moi tous deux, au plus vrai de leur cœur. C'est comme s'ils m'appelaient. Leurs âmes unies génèrent ces spirales, qui pénètrent mon espace mental. Voyez comme elles m'enveloppent et m'invitent à les suivre. C'est ainsi que des parents suggèrent une porte, tracent une voie à l'être qui l'attendent.
qu'ils communient dans un même élan, qu'ils nourrissent le même espoir et ce sont 1000 bras de lumière qu'ils tendent à l'âme qui est de retour. Ce que je vous dis là n'est pas un vain assemblage de mots. Cela correspond à une force bien concrète dans le monde où nous sommes tous trois. Cet instant me fait songer à l'heure où mes parents me conçurent physiquement. J'étais encore ignorante de bien des choses dont je vous ai entretenu, mais je me souviens avoir vu venir à moi avec la fulgurance de l'éclair un rayon de lumière immaculée, si solide, si palpable, si large que j'y ai eu envie de m'y engouffrer comme s'il avait été le plus bel escalier du monde. En est-il ainsi à chaque fois qu'un enfant est désiré ou tout au moins conçu dans un réel amour? Oui, oui. Ce n'est pas tant le fait qu'il soit désiré qui fait la beauté de la voix souvent à lui, c'est la pureté de l'amour. Voilà la vraie clé, le passe-partout. Tandis que les spirales de lumière azur demeurent et s'intensifient, nous éprouvons à notre tour le besoin de nous taire. Cependant, le corps de notre ami s'est à nouveau doucement recroquevillé sur lui-même. Il donne l'impression de sommeiller, mais nous savons qu'il n'en est rien et que la conscience qui l'anime se maintient au contraire en total éveil. Puis soudain, alors que le temps se pétrifie, l'image fugitive d'une plage de sable fin s'immisce avec force dans notre esprit. Simultanément, nous sentons que le petit corps qui se trouve toujours face à nous a sursauté. L'espace d'un soupir et il se tient maintenant à 2 pas de nos corps lumineux, les yeux plus écarquillés que jamais. Son étrange limpidité trace un sillon jusqu'à notre cœur. Il hésite entre le rire et les larmes. Il faut que je vous dise. Les lèvres de S ne remuent pas. Ces paroles résonnent en nous, nous habitent et délivrent leur substance plus qu'elles ne l'ont jamais fait. Il faut que je vous dise, il faut que je vous parle encore d'une plage et tout sera dénoué en mon centre. Je ne puis reprendre un corps de chair sans avoir partagé ce souvenir. C'est une vieille malle qu'il me faut vider. Vous savez, il n'y a que peu de temps que je l'ai retrouvé ce coffre aux souvenirs. Celui-là, je l'avais bien caché. Non pas au grenier mais au plus sombre de la cave, là où l'on n'aime pas traîner parce qu'on s'y trouve de plein pied avec ses angoisses. J'ai franchi ce pas dès que nous nous sommes quittés, aussitôt après notre dernière rencontre. C'est le geste de mon père ôtant une photo du mur qui a tout déclenché. Sa réaction a été le déclic que j'y attendais sans même le savoir. En voyant avec quelle force son geste persistait en moi, j'y ai eu la brusque sensation de deviner la présence d'une trappe sous mes pieds. Alors, je me suis baissé, je l'ai soulevé et je me suis enfoncé dans le sol, dans mon propre sol. J'ai vu que c'était une question d'humilité. Tout au fond de moi, loin dans ma mémoire, il y avait une plage et des vagues chaudes qui venaient en lécher le sable. J'ai senti le soleil qui me burinait la peau et j'y ai reconnu le goût du sel sur mes lèvres. Il y avait aussi un petit vent qui me mêlait les cheveux. Dans ma robe noire, j'y avais mal aux yeux et je me moquais d'un homme vêtu d'une tunique courte, écarlate. Lui, se tenait devant moi, l'air triste et fatigué, les bras pendant le long du corps. J'y ignore pourquoi je me moquais de lui, mais j'y ai continué longtemps. Alors, à un moment donné, j'ai vu son regard exploser, il s'est jeté sur moi et nous sommes tous les deux tombés dans l'eau. Les vagues m'ont recouverte et j'y ai goûté à leur écume. Ensuite, cela a été terrible. L'homme a essayé d'abuser de moi et j'ai résisté tant que j'y ai pu, battu par l'eau poisseuse, mangeant presque le sable. Enfin, j'y ai pu m'enfuir, ivre de liberté, et tandis que je courais je me suis retourné. Sur la plage il y avait la silhouette de l'homme qui pleurait, le front contre le sol. Aujourd'hui, cet homme c'est mon père, voyez-vous, c'est papa, cet homme dont l'amour avait été pour moi. Un jour, en d'autres temps, objet de dérision. À l'instant même où j'y ai revécu tout cela, j'y ai cru que je n'aurais pas la force de revenir. Tout paraissait si terrible inscrit dans mes cellules. Et puis brutalement, lorsque les images se sont interrompues et que je me suis vu ramener à ma conscience présente, l'angoisse s'est enfuie avec la promptitude d'une nuée d'oiseaux qui s'éparpillent dans le ciel. Je venais de poser mon bagage, stupide amalgame de culpabilité et de rancœur. Dès lors, vous pouvez vous imaginer le bonheur que j'y ai ressenti. Il est venu me submerger tandis que je n'avais plus qu'un seul mot dans le cœur, pardon. Pardon envers moi-même, pardon envers cet homme qui, à dater de cette heure, est devenu plus pleinement mon père. Penses-tu que cette conscience t'a été donnée afin de bien mémoriser toutes ces choses dans ta vie à venir? S. Se met tranquillement à sourire puis lève les yeux vers nous en tentant de nous enserrer entre ses bras. Non, bien sûr, et c'est mieux ainsi. Ce fardeau que j'y ai abandonné, c'est un peu un cadeau que je me suis fait au bout de mon lâcher-prise. À moins que ce ne soit Dieu qui m'ait fait ce présent. Dans quelques semaines, lorsque mon corps aura touché la terre plus dense, un voile sera tiré sur ce souvenir tandis que je désapprendrai qui je suis et d'où je viens. Il ne faut pas fausser le jeu. Je ne serai plus qu'une petite fille libre d'admirer son père, d'autant plus libre qu'un étau aura été desserré.
Vous savez, à chaque seconde qui passe, je mesure mon bonheur d'avoir pu à ce point respirer le parfum du pardon. C'est une raideur qui m'abandonne et j'aimerais que mon exemple montre à quel point il peut toujours y avoir des portes à ouvrir face à nous à quelque stade de notre évolution que ce soit. Sais-tu si ce genre de réminiscence est fréquent pendant une période fétale? Peut-être représentes-tu l'exception. D'après tout ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas très fréquent, bien que mon cas ne soit pas non plus exceptionnel. Il faut le considérer simplement comme un incident de parcours qui peut survenir à n'importe quel moment de l'existence ou ne pas se manifester du tout. La seule interrogation qui persiste en moi concerne mon père car je crains qu'il n'éprouve un peu de difficulté à se situer par rapport à moi. Il m'a été dit, et je l'ai pressenti, dès le premier jour, qu'il oscillerait aisément entre la fermeté et le laxisme. Maintenant j'y ai compris pourquoi et je ne l'en aime que davantage. Mais toi, sauras-tu préserver en toi ce sentiment de pardon et d'amour parmi les imbroglios que la vie terrestre se plaît à nouer? Ce n'est pas la vie qui noue les imbroglios mais nous tous avec nos rancunes, nos égoïsmes et nos non-dits. J'ai confiance en la façon dont je poserai mon regard sur papa parce que j'y ai désamorcé à sa source la violence que je pouvais encore manifester envers lui. À cause de cela, il n'y a pas si longtemps, j'y ai pu entrer en toute liberté dans un de ses rêves, nous avons longuement parlé et pas de ces choses mais de la direction de ma vie. À son réveil, il ne se souvenait de rien excepté de scènes très confuses dans lesquelles c'était lui qui était enceint. Cela l'a fait rire mais j'y ai bien vu qu'il en était heureux. L'étreinte de notre ami s'est maintenant relâchée. Ses paupières, presque pesantes, ont progressivement recouvert le bleu de ses yeux. Nous n'avons plus en face de nous qu'un tout petit enfant qui cherche à se lever sur lui-même et ne peut ensuite faire autrement que d'estomper sa présence. Dans son espace mental qui se modifie, nous nous sentons alors un peu comparables à des pièces rapportées, visiteurs et pèlerins perpétuellement étonnés d'un chemin qui se trace à chaque seconde. Insensiblement, la perception de demeurer dans un cocon de lumière a disparu et bientôt un foisonnement inouï de hautes herbes et d'arbres jaillit autour de nous. C'est le crépuscule et sous le corps de notre conscience un couple est allongé à même le sol non loin d'une lourde voiture garée négligemment sur le bord de la route. L'homme et la femme discutent à mi-voix. Ce sont les parents de notre ami. Tout semble paisible ici, en cette soirée de printemps où quelques bandes d'oiseaux sillonnent dans le ciel en silence. Tout est paisible mais un étrange et subtil balai captive nos deux âmes avides d'apprendre. La silhouette azurée d'un nouveau-né accroupi parmi les herbes tente de se mêler à l'aura rosée du couple. Quelques secondes d'émotion et nous reconnaissons la forme astrale de S. De ses doigts si fins qu'ils paraissent en être des raies de lumière, elle s'ingénie et s'amuse à saisir des fumerolles multicolores qui s'échappent harmonieusement de ses parents. Nous croyons voir le jeu magique et mystérieux d'une harpiste cherchant à se faufiler entre les cordes et les sonorités de son instrument. Un peu de patience. Voilà, c'est fait. Tel le vent qui vient se mêler au feuillage de l'arbre, le petit enfant s'est enfin fondu dans la radiance de ses parents. À l'image d'un somnambule, il s'y déplace maintenant selon un itinéraire connu de lui seul. Alors nos yeux cherchent à mieux comprendre. Ils cherchent et finissent par discerner de légers courants couleur de nacre le long desquels l'enfant glisse et ondule. Quelque chose nous dit que celui-ci est en quête d'une porte, d'une voie d'accès à plus d'amour encore, à plus de réconfort. Pressentant peut-être la demande, la jeune femme, qui depuis tant de mois est déjà sa mère, se redresse instinctivement et pose une main largement ouverte sur son ventre. À cet instant, dans un profond étirement, un faisceau lumineux se met à tournoyer et à se déployer à hauteur de ses reins. Il fait songer à un cône de matière vivante qui s'enfonce dans son corps. C'est le tourbillon d'un plexus qui aspire et appelle à lui la vie, c'est un murmure de quiétude. Dans le silence de son âme, S. l'a entendu et l'a fait sien. Alors, doucement, avec une grâce et une douceur étonnantes, son petit être presque translucide commence à s'y fondre puis disparaît. Voilà seulement quelques instants nous étions encore rivés à nos corps de chair. C'est d'un seul coup que l'urgence s'est fait entendre. Pas un cri, pas un nom qui vient de très loin, pas un désir non plus, mais une sorte de certitude intérieure, sans contestation possible. C'était le jour, c'était l'heure, à n'en pas douter. À aucun moment nous n'avons offert de résistance, acceptant de remonter le fil qui conduit le corps de notre conscience, au-delà de l'océan. Maintenant, c'est fait, nous y sommes, prêts à tout ou prêts à rien, au seuil de ce qui prend l'apparence d'une véritable initiation. Un gros bâtiment est apparu puis aussitôt s'est effacé en nous absorbant. Ici, au cœur de ce lieu qui nous a aimantés, il y a des cliquetis d'instruments métalliques et des bruits de portes à soufflet qui s'ouvrent et se ferment sans cesse. Tout est blanc, bleu, mauve.
En dessous de nous, de larges couloirs et de petites salles encombrées de chariots ou d'appareillages défilent à une vitesse vertigineuse. Une seule question nous habite, où est-elle? Des hommes et des femmes marchent en tous sens, certains en blouse blanche ou vert pâle, d'autres en costume de ville, l'air souriant, interrogatif ou absent. Soudain, une salle plus vaste que les autres nous aspire, un peu nue, un peu froide sans doute. Il y a là 3 personnes autour d'une table sur laquelle se détache une silhouette féminine. Sans hésitation, nous reconnaissons la mère de notre amie. À tour de rôle et avec beaucoup de douceur, les 3 personnes lui prodiguent des conseils que nous percevons à peine. Notre âme, ou plutôt l'oreille de notre cœur, est toute tournée vers la jeune femme dont la respiration tente de s'ordonner. Pouvons-nous lui offrir un peu d'énergie, un peu de paix? Nous n'avons pas la possibilité de nous interroger longuement. Un regard, très pâle, très profond, est venu se superposer au sien qui fouille les luminaires du plafond. 5 là et tout s'estompe autour de la prunelle de ses yeux qui nous sondent comme si nous possédions la clé de quelque énigme. Son visage tout entier prend maintenant place dans notre champ de vision. Son visage. Il est loin désormais, celui de la fillette qui se confiait à nous il n'y a guère plus de 2 semaines. Ses traits sont ceux d'un nouveau-né, tel un bouton de fleur prêt à exploser, hors du temps, hors de tout, sans même une ride, sans la plus petite marque d'un sexe. De ses grands yeux clairs semblables à des points d'interrogation, S. nous adresse un sourire. Maintenant nous savons que jusqu'au bout elle sera notre complice. Ah, fait-elle, simplement dans une sorte d'expire qui éclaire différemment son visage. Et, tout aussi simplement nous avons envie de lui répondre, il était temps, n'est-ce pas? Tu as cru que nous ne t'entendrions pas? Soupire à nouveau comme pour se défaire d'une tension que son regard ne trahit cependant pas. Puis, après un long silence, un flot de paroles s'élance enfin de son cœur vers le nôtre. Vous voilà, je n'arrivais plus à vous appeler. Il y a 24 heures que je ne parviens plus à quitter les radiances du corps de maman. Je suis maintenant comme rivé au courant de lumière qui jaillissent de son ventre et toute mon énergie semble avaler en elle. Je suis aspiré dans un tourbillon, dans l'œil d'un cyclone. Aidez-moi, car ce que je craignais se produit, j'en viens à douter de tout. Il y a des instants où je crois perdre toute identité. Les pensées de maman se mêlent aux miennes, ses interrogations deviennent les miennes et alors je ne sais plus qui je suis. Si elle est heureuse, je me mets à pleurer de joie, si elle a froid, je réapprends à trembler. Instinctivement, intuitivement, nos doigts ont réussi à saisir une petite main, une épaule puis une hanche qui gesticule de façon presque convulsive. Ce n'est pas moi qui bouge, reprend S, d'une voix qui se fait hésitante. C'est elle, c'est lui, c'est mon corps. Toutes mes cellules, tous mes organes sont intelligents. Ils savent du savoir des éléments. Tous les minéraux de la création vivent et pensent déjà en eux. Ne pouvons-nous nous empêcher de demander tout en maintenant un étroit contact avec son petit corps, ce sont donc ces forces qui déclenchent l'accouchement. Non, non. Ce sont elles qui génèrent les premières douleurs, ce sont elles qui remodèlent le corps de maman et le dilatent, ce sont elles qui me font donner des coups de rein. Elles sont un moteur contre lequel je ne peux rien. Mais pour la naissance, non. C'est moi qui vais naître, de ma propre volonté, à l'instant où je sentirai très précisément qu'une lumière m'appelle. Celle d'une étoile, d'une planète, peut-être, sans doute, mais j'ignore laquelle. Je sais seulement que je la reconnaîtrai. On en a si bien gravé la musique au plus profond de mon âme. Les grands êtres de lumière, bien sûr. Et depuis que cela s'est fait, il y a exactement 21 jours de temps terrestre, je ne suis plus tout à fait la même. Ma sensibilité devient autre. Comment pourrais-je dire? La chair de mon âme semble vibrer selon une harmonique différente. C'est comme si un grand accordeur de piano céleste avait pratiqué sur moi une chirurgie. Brusquement, alors que la petitesse termine ces mots, nous nous sentons parcourus par un frisson dont la force évoque celle d'une impulsion électrique. Notre amie égale et paraît l'avoir ressenti. Ses paupières de nouveau-né se sont fermées et son front s'est plissé. Pendant un moment elle demeure ainsi, plus recroquevillée que jamais et prise de soubresauts de moins en moins contrôlables. Faut-il que nous lui parlions ou a-t-elle besoin au contraire de s'isoler en elle-même? Question stupide cependant car nous savons fort bien que la moindre de nos pensées ne lui échappe pas. Parlez-moi, oui, parlez-moi, J ai besoin que l'on me parle. Maman ne le fait pas alors que J aime tant qu'elle m'adresse quelques mots, elle ne pense qu'à la douleur de l'accouchement. Ta devrait pourtant la comprendre cette douleur. Oh, je la comprends, je la perçois tellement moi aussi, mais si elle savait. Si elle savait quoi, est-ce? Si elle savait qu'en me parlant, qu'en se centrant davantage sur ma présence, elle souffrirait beaucoup moins. Ma forme de lumière demeure encore au niveau de ce que vous appelez son aura mentale.
Nous sommes tellement proches l'une de l'autre, alors, si elle se tournait vers moi, elle ne serait plus l'artisan des tensions qui la font empeiner. Il y aurait soudainement un pont entre nous deux, un pont qui très vite deviendrait une véritable gomme à douleur. Lorsque l'on a peur, on cherche à se protéger et c'est alors que l'on ne parvient plus à donner, mais le don, voyez-vous, c'est la source de la décrispation, de l'espoir, de la lumière. Veux-tu dire, est-ce, que la souffrance que ta mère ressent est d'origine psychique? Très lentement, S. entr'ouvre ses paupières puis plisse son nez dans une sorte de moue comique qu'elle ne parvient pas à contenir. Sa voix nous parvient alors avec plus de paix qu'auparavant, avec davantage de silence au creux des mots qu'elle colporte. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Le corps et ses composants sont évidemment source de douleur, mais c'est le psychisme qui en devient au fil des jours et parfois des mois le réel amplificateur. Une femme qui enfante ou qui va enfanter est si souvent polarisée sur elle-même et sur son propre corps qu'elle cristallise en son être la notion de la douleur. Elle la gorge de ses craintes, de ses doutes et parvient ainsi à la rendre infiniment plus pressante qu'elle ne devrait l'être. On lui a tellement appris qu'elle devrait souffrir. Elle génère en quelque sorte, avant l'accouchement, des formes pensées de souffrance. C'est le terme que je cherchais. Les différents degrés de manifestation de son âme s'autoconditionnent et programment l'idée, la nécessité évidente de la douleur, jusqu'au tréfonds de sa chair. Voyez, mes amis, il en est de même pour moi. Depuis que nous partageons en parole et en amour ces quelques instants, ma crainte s'est totale, m'enfuit et je me sens moins vulnérable face à celle de maman. Notre maladie à tous est celle de l'égoïsme. Nous nous étouffons tous dans un réflexe tenace d'autoprotection au lieu de nous ouvrir à la confiance et à la vie. Dès qu'une possible difficulté apparaît, nous nous recroquevillons tels des hérissons, nous nous focalisons sur notre petite personne, incapables de nous rendre compte qu'agissant ainsi, nous ouvrons toutes nos portes au déséquilibre et à la tempête. Nos piquants de hérissons se retournent alors au-dedans de notre chair. Les yeux de S sont à nouveau comme deux perles claires. Ils ne nous lâchent plus et nous ne pouvons les abandonner tant ils expriment de choses que de simples mots seraient impuissants à traduire. Et ce long frisson qui nous a parcouru il y a quelques instants, c'est un courant venu d'une brusque angoisse de maman, rien de plus. Je suis pourtant heureuse que vous l'ayez ressenti car cela vous montre à quel point une mère et son enfant sont semblables à des vases communicants. Cela vous montre aussi à quel point la paix qu'une future mère va essayer de cultiver en elle peut, de la même façon, ensemencer la paix chez l'être qu'elle va accueillir. Au fond de nous ou quelque part dans l'infini, nous ne savons trop, un cri, une plainte vient de retentir. Instantanément des rides se dessinent sur le front de S, dont le corps entame une contorsion. C'est la terre, murmure-t-elle au fond de nous. C'est la terre, déjà si proche. C'est maman. Maman, ne veux-tu pas m'entendre? Je ne sais pas encore quand elle viendra cette musique qui me donnera la force de pousser la porte. L'entendras-tu, toi? Si tu me parles, je te la ferai deviner et tu m'aideras. Un profond et chaud silence tombe alors sur nous trois. Il ressemble à une vapeur au centre de laquelle nous croyons aisément ne plus faire qu'un. D'où vient-il? Peut-être de notre amie elle-même. Peut-être d'une soudaine et belle communion avec sa mère. Sur l'écran de notre âme, des scènes informelles se mettent à défiler, telles des vagues aux couleurs d'émotions nouvelles. Puis surgissent dans des éclats de lumière, des visages, des sourires et des pleurs. Il y a des explosions et des cieux qui s'ouvrent, des foules qui s'amassent et se disloquent, des êtres qui s'embrassent et qui rient. Tout se succède à une vitesse inimaginable comme un film dirigé par quelque opérateur à la volonté incontrôlable et à l'imagination débridée. Sont ceux-là des bribes échappées de la trame d'un probable futur? S ne répond pas. Sans doute continue-t-elle à vivre dans le mystère de quelques-unes des scènes dont nous venons de nous extraire. Une fois de plus, des cliquetis métalliques se font entendre, puis c'est une voix douce mais ferme qui vient à nous. Enfin, une musique feutrée et une respiration saccadée paraissent résonner dans un grand espace. Pendant une seconde, alors, nous croyons chuter, mais déjà les yeux de notre âme découvrent la salle d'accouchement. La mère de notre amie y est maintenant seule avec une femme. La table sur laquelle elle se trouve allongée paraît connectée à un ou deux appareillages légers qui clignotent. Alors que le contact avec S s'est momentanément dissous, nous souhaitons demeurer là, disponibles à toute éventualité. Pourtant, au fond de nous-mêmes, quelque chose nous demande de bouger, d'avancer un peu, de franchir un mur, un couloir, une porte. En un éclair, notre conscience s'est abandonnée sereinement à cette volonté et s'est projetée dans une pièce garnie de petits sièges en cuir noir. Un homme est là, à l'écart de trois autres personnes occupées à bavarder bruyamment. Nous reconnaissons le père de S. Baignant dans une aura étonnante de quiétude. Involontairement, comme sur l'aile de quelque courant tournoyant, nous flottons autour de lui.
Son être est vide de toute pensée, au seuil d'une réalité toute neuve, disponible à tout. En l'observant ainsi, nous éprouvons une soudaine joie qui nous donne envie de le prendre par les épaules et de lui parler, de lui raconter tout ce que nous avons vécu depuis 9 mois. Comment lui dire que nous aussi nous éprouvons un peu une sensation de métamorphose, presque comme si nous étions responsables de quelque chose dans cette naissance qui l'attend. Mais, depuis quelques instants, nous ne gouvernons pas nos mouvements. Il y a en nous une volonté qui sait exactement ce qu'il convient de faire et où il nous faut aller. Une nouvelle fois, un souffle nous pousse, il nous fait parcourir le même chemin que précédemment mais en sens inverse. Dans un éclat de lumière, il nous renvoie face à S. Tout devient si rapide que notre perception du temps paraît n'être faite que de bulles qui explosent les unes après les autres. Les paupières à demi closes, le petit corps de notre ami semble ne pas avoir immédiatement perçu notre retour. Nous sentons trop bien que maintenant sa vie est de moins en moins là, à nos côtés, et qu'elle glisse sur un autre versant de l'univers. Peut-être faut-il que nous comprenions désormais que nous jouons les troubles faits, que notre tâche est achevée et que tout doit s'accomplir sans qu'il y ait à ajouter quoi que ce soit de plus. Non, il y a encore tant de choses que j'aimerais vous dire avant que nous nous séparions. Je voudrais vous raconter l'étrangeté de ce que je vis jusqu'à mon dernier souffle de conscience. Il faut que vous sachiez à quel point celui qui va sortir du ventre de sa mère s'imagine sombrer lentement au fond d'un lac ou s'engluer dans une gigantesque toile d'araignée. Il faut que vous sachiez combien il faut s'adresser à lui, l'appeler par son nom. Tout autant que 1000 techniques, c'est cela aussi qui ouvre la porte et qui rend les fers plus légers. As-tu à ce point la sensation de pénétrer dans une prison ? Oh, pour ma part je l'éprouve moins qu'auparavant mais je sais que pour nombre de ceux qui s'en reviennent consciemment, cette perception domine longtemps. Pourtant, depuis que maman a ressenti les premiers signes de mon arrivée, ma gorge se serre parfois face à ce que je vis comme les symptômes d'une maladie. Jour après jour ma mémoire se brouille. Il y a déjà des chapitres complets de mon existence dans la lumière qui se sont égarés quelque part au fond de moi. Il y a des visages et des noms qui se sont enfuis à l'autre bout de la galaxie. Parfois je me dis que c'est horrible et je me sens comme un de vos ordinateurs que l'on déconnecterait heure après heure. Puis l'espoir revient en entendant battre le cœur de maman, en saisissant au vol le son de sa voix ou en observant subrepticement papa repeindre la porte de ma chambre. Tant de choses pour moi au là où il me semble encore trop souvent qu'il fait si froid. Vous savez, je veux tout graver en moi et je veux que vous graviez tout à votre tour afin qu'une grande route soit tracée, pas toute droite ni toute pleine d'un dogme, enfant hybride d'une nouvelle psychologie et d'une spiritualité floue. Une grande route, toute souple à l'image de l'esprit humain, libre de ses méandres et si parfaitement riche d'amour et de confiance, si pleinement navigable. Une route où l'on peut se parler sans se raconter d'histoire, une route le long de laquelle on sait qu'il n'y a pas 36 000 vies mais une seule qui traverse tous les paysages. Aujourd'hui il nous manque surtout des ponts et c'est pour cela que je veux garder toute ma force parce que si nombreux sont ceux qui ont peur de naître. Peut-être vais-je vous faire sourire mais en cet instant tandis que maman peine malgré toutes les technologies, il y a une chose, une réalité stupide qui raidit mon âme plus que jamais. C'est la vue de tout un arsenal de biberons et de tétines, de couches molletonnées et de bouillaise qui s'élaborent. C'est la certitude révoltante de ne bientôt plus avoir que la liberté d'action d'un tube digestif. Face à cela, il m'arrive parfois dans un mouvement de colère de vouloir tout oublier, radicalement, plus vite encore que je ne le fais. Faut-il à ce point chuter pour enfin monter ? Je feins de vous poser cette question mais vous savez bien que en connais la réponse. Alors, je vous en prie, voyez dans les pleurs d'un bébé le reflet de cette dualité à laquelle son âme se heurte si souvent. Si vous saviez quel étrange mélange d'engourdissement et d'hyperlucidité vous tenez dans vos bras lorsqu'il vous appelle. C'est ce combat intérieur que je prie mon être profond d'estomper le plus possible. Lorsque l'on a bu la lumière pendant tant de temps, comment se persuader qu'il faut à nouveau un estomac pour absorber des bouillies ? Lorsque tout se brouille et que l'on se sent à la dérive, comprenez que la chaleur des lumières qui surgissent du corps de nos parents devient le point de repère exclusif et absolu, la bouée de sauvetage. Voyez, je ne serai plus jamais Rebecca et je ne suis pas encore réellement S. Comme parfois ai cru l'être ces derniers temps. Tout à l'heure, en espérant votre venue, je me disais. Et si je faisais demi-tour, si je refusais de respirer ? Cherchez dans vos replis les plus secrets, ne pensez-vous pas avoir vécu cela vous aussi, cette sorte de rébellion, ce semi-chantage que l'on aimerait faire à la vie ? C'est pour cette raison qu'au fond de son cœur il faut caresser l'âme d'un bébé lorsqu'il s'apprête à franchir la porte, parce qu'il ressemble à un vieillard qui, à l'instant du départ, s'accroche encore aux vestiges de son masque d'une vie. À ce point précis, S. suspend le flot de ses paroles.
Son petit corps dont nous nous efforcions de sentir les contours paraît maintenant se lever davantage. Néanmoins, dans le silence qui s'est installé, quelques mots chuchotés parviennent encore péniblement jusqu'à nous. Elle ne souffre plus, injecter je ne sais quelle substance, je ressens ses picotements. En quelques secondes, nous comprenons que le contact avec S est sur le point de nous échapper totalement. En effet, lentement, l'une après l'autre, ses mains donnent l'impression de se dissoudre au creux des nôtres. La soudaine envie de l'appeler ou du moins de lui parler encore nous traverse avec fulgurance, mais non, la sensation poignante d'être dans un sanctuaire nous inonde de toute sa puissance. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de silence, de vrai silence, cette sorte de présence dorée dans laquelle tout se joue et où tout devient possible. Le temps s'écoule et le chapelet de ces minutes s'égrène paisiblement. Autour de nos deux corps qui ne parvient non plus à se situer, il n'y a qu'une clarté blanche, vertigineuse, extraordinairement nacrée. Parfois des ombres, des silhouettes imprécises semblent la traverser pour y accomplir quelque rituel secret puis, enfin, s'évapore. De temps à autre, le cliquetis d'ustensiles provenant de la salle d'accouchement monte à nouveau jusqu'à nous avec son lot d'images très brèves, d'une précision stupéfiante, puis tout redevient blanc, si blanc que l'on ne sait plus rien supporter d'autre. Soudain, dans le creuset d'une telle plénitude, une sorte de cri strident nous transperce. À moins que ce ne soit le tintement profond et vivant d'un gong. Impossible de le dire. Il se prolonge en nous, de lui-même et engendre comme une déchirure qui éparpille le voile de la lumière. Tout s'ouvre alors devant nous et nous sommes happés par la salle où nous savons désormais que le mystère s'achève. Comment décrire maintenant ce qui se joue devant les yeux de notre âme ? Il y a toujours la même table, toujours les mêmes murs un peu nus, la même jeune femme allongée et les mêmes personnes qui s'affairent autour d'elle avec des gestes mesurés, mais il y a aussi tellement plus. Derrière eux, tels des veilleurs muets, se tiennent en deux grandes présences de lumière, toutes de douceur et de simplicité. En vérité, elles se soucient peu de ce qui se passe sur la grande table. Leurs visages sont tournés vers un autre point de la pièce, juste un peu plus haut, au-dessus de la jeune femme, exactement là où les yeux de celle-ci, écarquillés, semblent aussi fouiller l'infini, là où le petit corps lumineux de S attend, nimbé d'une lueur bleutée. Totalement replié sur lui-même, le front plissé, il paraît dormir d'un sommeil si profond qu'il inspire la plus grande paix. Sous lui, et émanant de lui, une fumerole de lumière plus vive et toute crépitante flotte et aussi en tous sens comme au gré de quelques invisibles vagues la corde d'argent. Avons-nous irrésistiblement envie de lancer dans les airs, nous entends-tu ? Abandonne-toi, il fait beau là où tu viens. Il fait beau dans les cœurs et seul cela compte. Le petit corps de la conscience de notre ami n'a pas bougé mais d'un geste lent et d'une merveilleuse précision, les deux grands êtres de lumière ont tendu les bras dans sa direction. Ils l'ont caressé tel le sculpteur qui tente d'apprivoiser une forme et ils en ont saisi sous lui le ruban de lumière vive. La petite silhouette recroquevillée a sursauté et la voilà maintenant qui s'étire et cherche à se retourner sur elle-même. Dans un silence intérieur où chaque seconde est plénitude, les deux êtres lumineux ont entrepris un patient et délicat massage de cette sorte de cordon ombilical qui continue de flotter sous son corps. Ils l'étirent et jouant avec sa fluidité, paraissent encore le vivifier. Enfin, soudain, en saisissant pleinement l'extrémité qui s'effiloche à la façon d'une vapeur, il la plonge en un point précis du ventre de la jeune femme, juste sous l'ombilic. Là, leurs mains se livrent à une sorte de danse dans laquelle chaque geste est étudié. Tout est si ordonné. Devant tant de délicatesse, de savoir-faire et d'amour, nos deux âmes sont restées en retrait dans un angle de la pièce, trop heureuses du privilège qui leur est accordé. Pour oser rompre d'une quelconque façon le charme de l'instant. Quels sont donc ces êtres, ces si belles présences qui agissent de la sorte, rivant l'âme à son corps, le temps d'une vie, d'une expérience ? En cette heure magique, peu nous importe à vrai dire. L'amour immense qui s'en dégage, pure senteur d'infini, se suffit à lui-même. Seul, comme porté par le vent et issu de notre mémoire, quelques paroles de celle qui fut autrefois Rebecca traversent d'elle-même notre esprit. Peut-être les verrez-vous, peut-être. À l'heure de sa naissance, chaque âme est épaulée par deux êtres de grande paix. L'un a la force du soleil, l'autre la fluidité de la lune. Ils viennent de je ne sais où, nul n'a pu me le dire. Moi, je les appelle des anges, même si cela prête à sourire car on ne peut comprendre tout ce qu'ils signifient sans les avoir approchés, ne serait-ce qu'une fois. Mes amis ont seulement évoqué l'existence d'un monde où la lumière est limpide comme le diamant, un monde qui est leur demeure et leur source. La tâche de ces êtres, voyez-vous, est de cheviller la conscience au corps physique à l'heure précise de la naissance. Ce sont les sages de la corde d'argent. Peut-être les verrez-vous. Dans le silence blanc de la salle d'accouchement, un cri perçant vient soudain de retentir, suivi d'un autre puis d'un autre encore.
Alors, au-dessus du ventre de la jeune femme allongée, les poings serrés, apparaît un indescriptible crépitement de lumières irisées qu'un lent tourbillon semble aspirer. C'est la danse étonnante d'un million de minuscules étoiles et cette danse fait songer à un univers qui se forme en fabuleuse symphonie impossible à décrire. Une autre cascade de cris, et voilà que tout est achevé ou plutôt que tout commence. Dans le creux des mains d'un homme en longue blouse immaculée, le corps frêle de S. vient de voir le jour. Il se débat et hurle de plus belle, la peau plissée comme celle d'un vieux parchemin. Déjà on le pose sur le ventre de sa mère entre deux paroles et deux sourires qui tissent leur instant de bonheur, tout simple. Il est semblable à des millions, à des milliards d'autres, cet instant. Pourtant, il est nécessairement unique et chacun voudrait qu'il s'immobilise et perdure. Silencieux et totalement solitaire dans un angle de la salle, nous cherchons en vain les deux présences de lumière. Il nous semble bien, cette fois que notre tâche s'arrête là. Que pourrions-nous d'ailleurs y ajouter qui soit autre que pure et anachronique considération mentale? En ces minutes seul le cœur a droit de citer. Mais, comme un portail qu'une bourrasque a brutalement poussé, le souffle déterminé d'une voix vient encore caresser les profondeurs de notre être. Attendez. Juste encore un peu. Est-ce donc toujours toi? Il fait si froid. Tout est si glacial. Et ce bruit, tout ce bruit qui m'envahit. Où êtes-vous? Je ne vous sens plus. Il n'y a que cette grande pièce, ces personnes qui s'agitent et le ventre de maman qui sursaute. Oh J, et les yeux fermés mais je vois tout, et si loin à la ronde maintenant. Papa vient, je le sais, il pousse la porte. Je ne le percevais pas si grand. Oh, tout est tellement décuplé ici, il me semble être éparpillé aux quatre coins de la pièce. Il faut que je respire, que je pense à chacune de mes inspirations mais c'est un tel poids. M'entendez-vous? Et cette main? C'est la première fois que je la sens, que je devine son poids, sa forme. Elle me donne sa chaleur. C'est de cela dont j'y ai besoin. Est-ce qu'elle le sait? Je la comprends, je crois que je comprends tout. Pourvu que je me souvienne. J'étouffe mais pourtant il y a quelque chose de merveilleux ici. Je ne veux pas perdre docteur cet amour. C'est beau de revenir, de redescendre. Dites-le. Dites-le bien haut. Mais, vous savez, je crois, je sais, qu'enfin nul ne descend jamais. Je vois un escalier que l'on ne peut que gravir. Alors toujours, toujours nous montons. Vous le direz, n'est-ce pas? Ne l'oubliez pas? S. Est née le 17 juin dans une ville de l'ouest des États-Unis. C'est une brunette pétillante qui interroge déjà beaucoup ses parents. Puisse ce livre, selon son souhait, être un hymne à la vie ainsi qu'une aide à ceux qui la perpétuent en ce monde.